la dernière. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Radio Nova. Bienvenue dans la dernière, en direct, en public, à Bordeaux, plus précisément à l'entrepôt, au Haillan. Vous êtes là, l'entrepôt ? A priori, les personnes sont présentes, merci. On est ravis d'être là, les amis. Bordeaux, terre de légende. Maurice Papon, Bertrand Cantat, Pierre Palmade, le commerce triangulaire, les Girondins. Nos régions ont du talent. On est très heureux d'être là parce que Bordeaux, bien sûr, c'est aussi Philippe Poutou. Bien sûr, les cannelés, les chocolatines, voilà, comme ça c'est fait. Et bien évidemment, le pinard. D'ailleurs, puisqu'on parle pinard, je vais vous présenter mes camarades du jour, les mêmes que les autres semaines. Celle qui m'a dit « je vais aller acheter des médocs » et qui s'est dirigée non pas vers la pharmacie, mais vers le caviste. Juliette Arnaud. Et bonsoir. Salut Juju. Salut Guigui. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Juju? D'orques et de deuil. Mais vous comptez pas sur moi pour être drôle, donc ça va. Ok, très bien, on a quand même hâte, je vais te dire, c'est ça qui est fou. Également avec nous, celui qui m'a demandé s'il y avait des bons cépages de LSD dans le coin. C'est Aymeric Lomprey qui est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Oui. De quoi que vous allez donc nous parler, Aymeric? Aujourd'hui, je vais parler de moi. Après, mais ne comptez pas sur moi pour être drôle non plus. Attendez, parce que je compte sur qui pour être drôle du coup aujourd'hui? Sur Laurent Pierre-Emmanuel Wauquiez, c'est Barré Laurent qui Wauquiez. est là également, qu'on peut applaudir bien fort. Bonsoir. Pierre-Emmanuel. Oui, Guillaume. Qui m'a dit ah merde, on va à Bordeaux, je préférerais retourner à Toulouse. Bon, c'est vrai, moi j'ai eu la même réaction que vous. J'ai trouvé ça dégueulasse, inapproprié. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Pierre-Emmanuel? Eh ben, je vais faire la recette du cannelé en faisant tournoyer Aymeric comme ça sur mon doigt, en lui mettant le doigt dans le cul. C'est vrai? Tu vas faire ça? Non, c'est pas vrai. Je vais dire du mal de Retailleau. Qu'est-ce que c'est que ces questions à la con? C'est C'est insupportable. dommage parce que tu as créé une attente et ça va forcément être moins bien que prévu. Et nous rejoindrons pendant l'émission Florence Mendez, Yann Guillard et Célia Pelluet. Et voilà, on peut donc y aller tranquillement. C'est parti pour une nouvelle émission. On est chaud comme Gérard Larcher au Salon du Cholestérol. C'est l'heure de notre revue de presse. Oui, et c'est moi qui commence. Allez. Je commence avec une info. Joyeux anniversaire. Cette semaine, c'était les 50 ans de la loi Veil qui a autorisé l'avortement. Joyeux anniversaire. 50 ans. 50 ans, ça veut dire que ta maman n'a aucune excuse valable, Guillaume. C'est moche. Et moi j'ai une info, putain de merde. David Lynch est mort. Putain de merde. Mais ouais, c'est clair, je vous fais pas dire parce qu'en fait David Lynch, putain, moi qui suis un peu dans le cinoche, David Lynch pour moi Mais c'est ta clair. gueule, Ferme mais ta gueule. Ouais, ferme ta gueule en fait. Ouais. Bah attendez, alors du coup j'ai une info. Waouh. Ok. Je me suis mélangé les dents. Maxence Laurent, un ancien candidat LFI aux législatives en 2022, a rejoint cette année le RN. Waouh. Bah comme quoi les extrêmes en fait c'est pareil. C'est pareil, les extrêmes c'est la même chose. C'est la même chose parce que déjà ça commence pareil, il y a ex et après il y a trême aussi. Donc c'est pareil, c'est le même mot, les extrêmes, donc ça veut dire c'est pareil. Et après il y a aussi yaourt, tu vois, yaourt c'est pareil que yaourt. Mais après si quelqu'un veut me couper avec une info, c'est vraiment le moment. Là. Mais là, moi, une info. Mais c'est qui ces 18%, bordel? 82% des Français ne font plus confiance à Emmanuel Macron. Mais c'est Qui c'est 18%, bordel? J'ai les noms. Brigitte Macron, Christophe Barbier et Pierre-Emmanuel Barré. Hein? Bah, j'ai réécouté tes chroniques. Enfin, si Macron est pas là, tu vas parler de quoi? C'est-à-dire, tu vas vouloir enfoncer des trucs dans le rectum à qui? Bruno Retailleau, par exemple. Ah oui, ça marche aussi. C'est vrai. Alors moi j'ai une info, mais c'est qui ces 1,1 million de Français? 1,1 million de Français ont consommé de la cocaïne en 2023. Mais c'est qui ces Français? 1,1 million de Français. Mais je sais pas, moi. Puis de toute façon, même si je le savais, je vous le dirais pas. Déjà parce qu'il risquerait d'y avoir des gens autour de la table. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est 2 fois plus de monde qu'en 2022. Et je peux également vous dire qui était ministre de l'Intérieur en 2022 et en 2023. Et il s'appelle Gérald Darmanin. Ah oui, on le connaît celui-là. Alors moi j'ai une info. Oyez, brave ménestrel.
Ce dimanche après-midi à Paris, on manifestait contre l'avortement. C'était la marche pour la vie. Oh yeah, brave Ménestrel. Alors là, vous l'avez raté, mais l'année prochaine, allez-y, je vous en supplie. Il y a 2 ans avec ma femme, on s'est retrouvés coincés dedans. Par hasard, il y avait des prêtres qui faisaient la messe en latin, des gens qui se flagellaient, des jeunes filles en serre-tête avec les yeux qui se touchent, des mecs de 13 ans avec une calvitie et le scorbut. Ça sent le crottin, c'est grandiose, c'est le Puy du Fou en gratuit. Tu sors de là, tu te dis, waouh, le spectacle, putain, on en a pour sa gabelle. C'est un petit conseil culture. Oui. Moi, j'ai une info sans déconner, il a dit ça. François Rebsamen, le ministre de la Cohésion des Territoires, affirme que François Bayrou veut réconcilier les Français, je cite, un peu comme Mandela. Sans déconner, il a dit ça. Oui, il aurait même rajouté, il veut leur apporter du bonheur et du réconfort, un peu comme l'abbé Pierre. Ouais. Alors moi, sinon, j'ai une info. Mais en fait, Bordeaux, ça devrait être la capitale de la France. La mairie de Bordeaux augmente de 30% le prix du stationnement pour les gros véhicules type SUV. Mais en fait, Bordeaux, ça devrait être la capitale de la France. Ouais, non, redescendez en fait. Hein. La mairie de Paris l'a déjà fait depuis le mois d'octobre. Mais c'est pas grave, vous cartonnez au foot, non? Oh là là, oh yo yo, oh yo là, non, on enchaîne. C'est pas la mentalité de l'émission. Émeric, Oui. reprends un petit peu le C'est dégueulasse contrôle, que tu c'est l'aimes l'heure dire, Juliette. de ta séquence. Émeric, Oui. séquence d'actu, tant attendue. Elle est très attendue cette séquence. Par qui? On ne sait pas, mais on cherche, la recherche avance. Allons-y, on t'écoute. Merci Guillaume de me donner le micro. Cette semaine, Guillaume, j'ai voulu axer ma séquence phare autour du thème de l'amour. L'amour, ce beau sentiment, si étranger aux yens américaines. Et comme nous sommes à Bordeaux, je vais vous lire les annonces matrimoniales de Bordeaux et de ses alentours, afin que l'amour triomphe de la guerre. C'est bien, c'est bien. Pour l'instant, c'est bien. Ouais. C'est pas... Mais j'imagine ça va monter un petit peu en puissance. Après, c'est une phrase, un rire, une phrase, un rire. Ouais. Après, il n'y aura même plus de phrases, quoi. Allez, c'est parti. Allez. Prenez des notes, s'il y en a dans la salle qui galèrent à trouver. Première annonce. Sympathique rencontre à Saint-Médard en Jalles. Déjà, on sent que ça va tourner autour du trou de balle de vieux, cette histoire. Ah, alors. Nicole, 70 ans. Bah voilà, qu'est-ce que j'avais dit. Nicole, 70 ans, 1m66, 34 kilos. Ah ouais, faut faire vite là. Bon. Fraîchement veuve, je cherche à rencontrer quelqu'un pour finir mes jours et boucler mes fins de mois. Une michto. Si vous voulez me rencontrer, je serai au Haillan le 19 janvier à l'entrepôt. Ah oui. Deuxième annonce, plan cul sur Pessac. Bernard, 47 ans, 1m71, 134 kilos, quelques rondeurs. Ouais. Salut, c'est Bernard, je suis de Pessac, déplacement possible, prêt à défourailler. Signé Nanar, le roi du slibard. PS, Nicole revient, je t'aime. Allez, une autre. Cherche ami pour balade au Haillan. Guillaume, 43 ans, 1m88, 12 kilos, style Richard Gere. Bonjour, je m'appelle Guillaume, mais certains de mes amis m'appellent Guigui. Ou alors la grosse... Putain, je me fais rire à ma chronique. Alors, ou encore, on m'appelle aussi Coton-Tige. Mais très souvent, on m'appelle pas, car j'ai pas beaucoup d'amis. De passage au Haillan pour le travail, je cherche des compagnons de marche pour bien se fendre la poire. J'ai déjà repéré quelques sentiers bien fun, on va bien rigoler. Marcheur nordique, s'abstenir. Les bâtons, c'est pour les faibles. C'est encore long. Encore une, allez. D'accord. Juliette. Ouais. Bon, merci Émeric, merci quand même. On peut applaudir Émeric parce qu'il faut l'encourager. Voilà, c'est beaucoup de travail aussi derrière tout ça. Merci. J'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux cette séquence. En tout cas, c'est un régal pour les amateurs de fiasco. Allez, pour les amateurs de temps perdu à écouter des mensonges, soit c'est l'heure de vous faire un replay du discours de François Bayrou, soit d'écouter attentivement cette page de publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Émeric Lomprey, Pierre-Emmanuel Barré. Nous sommes en direct de Bordeaux, plus précisément du Haillan, à l'entrepôt. Dans une salle surchauffée. Et il est l'heure d'accueillir un régional de l'étape. Il est ingénieur, spécialiste des low-tech et des ressources minérales. Mesdames et messieurs, Philippe Biwix est avec nous. Salut Philippe. Salut. Sois le bienvenu dans ta ville. Hein. Ouais, c'est vrai que j'ai une tendance à arriver dans une ville et à considérer que je suis chez moi.
C'est mon côté Netanyahou. Bon, pardon, non, je veux pas te mettre dans la sauce directement, Philippe. Allez, cessez le feu. Bon, Cessez le feu. ça, Participe pas au voilà, frais d'avocat. ça te va la manière dont je t'ai présenté, Philippe? J'ai dit donc spécialiste des low-tech et des ressources minérales. Bah, je me rends compte en entendant que c'est pas très appétissant, quoi. Je suis pas sûr que, Mais on va que rendre les tout ça. auditeurs vont tenir, quoi. Donc, va falloir C'est ce rendre que ça j'avais dit en appétissant, lisant le quoi. conducteur. Hein, Guillaume. Je t'avais dit. T'es Attends, sûr de toi? On va faire un test. Vous trouvez ça appétissant? Et voilà, on va le rendre appétissant. Voilà. Mais en tout cas, oui, je vous préviens, aujourd'hui, ça va être un petit peu technique. Ceux qui n'ont pas eu la moyenne en cours de techno, ça va décrocher un petit peu. Hein, voilà. Bah, fallait suivre quand on vous demandait de construire une lampe torche avec des LED. Donc on va revenir sur tout ça, hein, Philippe, donc les low-tech, les ressources, mais je voulais commencer par ton parcours. Tu dis toi-même que tu as eu un parcours assez studieux. École centrale de Paris, ingénieur conseil, chef de projet. On sent pas beaucoup le fun. Oh. Est-ce qu'il y a quand même eu du fun dans cette scolarité? Bah non, pas trop, hein, sur le Voilà. début. Hein. Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Quelques soirées à Viner, peut-être, pendant les études. Pourquoi tu me regardes? C'est vrai que... Mais C'est c'est grave, comment- là, c'est grave. C'est comment être un élève qui se destine. Qui baisse pas. Non. Alors, qu'est-ce que On t'en l'a sais dit, ouais. Qu'est-ce que t'en sais Bah, aux scientifiques, il y a beaucoup de garçons, non? Oui. Oui, Mais ils sortent en fait. Puis ils peuvent coucher ensemble. en plus. Alors, C'est ça. je vous rappelle qu'on a un invité oui, et que bah, l'idée, c'est quand même de lui poser des questions directement. Vous dites quand on est à l'antenne, hein? Qu'est-ce que ça fait d'être élève qui se destine à devenir ingénieur? Bah, C'est une décision que tu as pris, t'as attendu d'avoir 17-18 ans ou c'était bien antérieur? Non, je pense que c'est très, souvent des non-décisions en fait. Enfin, il faudrait faire des statistiques et demander à tous les ingénieurs, mais souvent en fait c'est parce qu'on était bon en maths, en physique, et puis il y a un prof qui dit ah bah ça serait bien, tu devrais faire une classe prépa, on sait pas trop ce que c'est, on se retrouve en classe prépa, on fait des maths, de la physique, et puis à un moment, hop, on joue à la roulette sur les concours, et puis on se retrouve ingénieur quoi. Mais Par défaut, un peu, tu dirais. ouais, un petit peu. Ouais. Alors je veux pas critiquer, hein, je veux dire, mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment des vocations. Il peut y avoir des vocations, mais c'est pas systématique, ouais. Mais alors, il y a eu un moment où tu l'as eu, la vocation? Bah après, oui, il faut s'y faire, hein, une fois qu'on est dedans. Mais ça va, Philippe, quand même, ou pas? Oui, ça va, C'est Non, pour mais donner tu envie nous- aux jeunes. C'est pour donner envie aux jeunes. Non, mais bien sûr, ça va. Non, non, mais oui, il y a plein de trucs intéressants. On comprend pourquoi les planètes tournent les unes autour des autres, je sais pas quoi. Ah ouais, cool. Les machines à vapeur. Bah quand même, ouais, si, c'est pas mal. Alors aujourd'hui, tu es directeur de l'AREP. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est l'AREP et en quoi consiste ton travail? Ouais. Donc le groupe AREP, alors, c'est en fait une agence de conception qui fait donc et qui travaille notamment pour la réhabilitation et transformation des gares, des technicentres de la SNCF. Voilà, c'est 80% de notre activité. Ok. Et c'est un boulot qui te plaît quand même? Non, mais je m'intéresse quand même à ta santé mentale, Philippe. Oui, non, Oui, alors, ça va. ça va être podcasté, ça va être écouté par des gens qui bossent pour Et moi. voilà. Donc, Ouais. bah oui, forcément. Des gens que je peux tu pas dire aimes, non. voilà. Donc, sinon, lundi au boulot, je peux pas mettre les pieds au boulot. Donc, bien C'est sûr pour- que ça voilà. me plaît, évidemment. C'est passionnant. Tes collègues sont tous C'est des hyper gens chouettes. incroyables. et- Mes collègues sont à la fois formidablement compétents et Charmant. Voilà. enthousiastes, engagés. Oui, même parfois vous faites des fêtes après minuit, tu me disais des trucs. Alors, tu voilà. es donc spécialiste des ressources minérales. Ça, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Tu as sorti en fin d'année dernière une excellente bande dessinée qui s'appelle Ressources. Ouais. Donc, il y a une cohérence dans tout ça. Alors, dans cette émission, il y a un sujet, il y a un vif qu'on appelle le vif du sujet. Eh ben, j'ai envie de rentrer dedans directement. T'es prêt, Philippe? Ouais. Première question, qu'est-ce que c'est un cornucopien? Ouh là là, ouais. Alors, ça démarre pas facile. Alors, Si là, c'est Si, niveau 1. ça va Ouais. Alors, cornucopien. Alors, ça vient du latin. Cornu copiae. Quatrième déclinaison, je crois, cornu. Non, fais pas trop quand même, Philippe. N'en fais pas trop. C'est quatrième ou Arrête, troisième Non, ou quatrième. quatrième. Non, je confirme. Ah oui, parce Bon. qu'il est régulier. Enfin, c'est de. Eh oui, voilà. Oui, c'est un Et verbe. copiae, génitif, voilà. Ouais. Bon. Il est Comment ne pas en parler? Ouais. Voilà. Il est 18h20 déjà. Allez. Bon, on je fais. avance. Non, bah, alors, voilà, non. Donc, donc, la corne d'abondance. Copia, c'est l'abondance. On peut penser par exemple à un repas copieux. Donc, copieux, ça veut dire qu'il y a de l'abondance, de la nourriture en abondance. Donc, ça vient de la mythologie au départ, le petit Zeus. En fait, il est protégé par sa mère parce que son père Chronos boulottait ses enfants à la naissance. En fait, systématiquement, quand sa femme mettait au monde un enfant, il le mangeait. Ok. Et bon, Ce qu'on c'est- déconseille de faire. Ce qu'on déconseille de, oui, ne le c'est faites pas ne chez testez pas ça chez vous. Ouais, ok, très bien. Ne testez pas ça chez vous. En fait, il se trouve qu'on lui avait prédit qu'un de ses enfants allait le détrôner. Oui, Donc, il est pas fou non plus, Chronos. voilà, il était a pas des fou, bonnes donc raisons il de avait tuer. des bonnes raisons de manger. Ça part carrément Exactement. en procès de Chronos. On n'a Ça se toujours trouve- pas parlé du sujet. Mais qui sommes-nous pour juger Bien Et- sûr. Et
on en revient toujours à la même chose. C'était une autre époque. C'est Bon, Gérard. Du coup, je me rends compte. Donc voilà, alors, on continue du coup. Ok. Et alors, donc il est protégé. En fait, il est et donc le père mange une pierre à la place du petit Zeus. Le petit Zeus va être élevé par une chèvre, une nymphe, sur l'île de Crète. Attends, si t'as pris de la drogue, tu le dis tout de suite. Non. Et il va, sans faire exprès, parce qu'il est déjà très très fort, ce petit Zeus, il va casser une corne de la chèvre, qui s'appelle amalthée pour les amateurs, avec un H, parce que ça vient du grec. Et donc voilà, je suis presque perdu, mais donc si. Et pour se faire pardonner, en fait, il va dire que cette corne, elle va abonder en fleurs et en fruits pour toujours. Donc c'est la corne d'abondance. La fameuse corne d'abondance. Donc c'est déjà un geste brutal. Dès le départ, il y a quand même une idée de brutalité. Ouais, enlever, un petit peu. Ouais, on pourrait dire ça comme ça. oui. Ouais. Après, bon, peut-être la chèvre est consentante et tout, on ne sait pas. Mais Là, c'est un autre sujet. Restons vraiment sur les ressources. Non, mais- Donc les cornucopiens aujourd'hui sont les gens Et donc les qui cornucopiens, être cornucopien, voilà, c'est l'idée de l'abondance par le progrès technologique. C'est le fait que vous avez sans doute entendu des phrases comme ça déjà en disant le club de Rome, il nous avait prédit qu'il y aurait plus de pétrole dans les années 70 et puis il y a toujours autant de pétrole. On n'est pas sorti de l'âge de pierre par manque de silex, des choses comme ça. Et donc c'est cette idée que en fait on va repousser en fait la pénurie, on va repousser le risque de ne pas avoir assez, en allant au contraire vers un monde d'abondance grâce au progrès technologique. Voilà. Et sur le pétrole, justement, le Club de Rome disait ça, mais nous, depuis qu'on est gamin, on entend ça. Va y avoir une pénurie de pétrole, il n'y aura plus de pétrole, il y aura des pics pétroliers, mais on a l'impression que ça arrive jamais. Alors finalement, est-ce qu'ils n'ont pas un peu raison ? Eh ben voilà, c'est ça le principe du cornucopien. Ouais, c'est qu'il je suis a quand même désolé. souvent raison. Je me fais l'avocat du diable, pour le Il y a des vrais phénomènes qui sont réels. C'est-à-dire que le progrès technique, il a effectivement une capacité à repousser les choses. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas du pétrole, eh bien, on a rendu possible l'exploitation de certaines ressources qui n'étaient pas des réserves parce qu'elles n'étaient pas accessibles avec la technologie de l'époque et au prix de l'époque. Et quand le prix monte ou que la technologie s'améliore, eh bien, on va faire par exemple des gaz de schiste, des pétroles de roche-mère, des pétroles non conventionnels, en inventant par exemple la capacité à forer horizontalement, à faire la fracturation des roches, etc. Donc et on va chercher extraire, ailleurs en fait. on va réussir à repousser les limites en fait grâce au progrès technologique. Donc il y a une réalité effectivement derrière cette vue cornucopien. La question c'est à quel moment elle s'arrête. Est-ce que ça va continuer comme ça pour toujours finalement, quelle que soit notre dépense énergétique, notre dépense de ressources, ou est-ce qu'à un moment on peut se retrouver à avoir des phénomènes qui font qu'on va quand même heurter un mur. Et de quoi on va manquer en premier alors de ça, quelles ressources on va manquer? Alors ça c'est très difficile à dire et puis en plus ça fait des conseils, les gens vont se mettre à stocker des trucs sous leur matelas après avoir écouté. Émeric va acheter des verts, c'est voilà, sûr. Voilà. Qu'est-ce que je vais acheter moi des lingots d'indium, je sais pas quoi, de gallium, des trucs un peu bizarres. Non, je vais pas acheter ça. Non. Sauf si c'est ce dont on va manquer et que le prix va exploser. C'est un peu. Ouais. Donc en fait c'est très difficile de répondre à cette question-là, mais probablement ce sont des ressources qui sont assez rares géologiquement. Il y a quand même des choses qui sont plus rares que d'autres. Voilà, l'or, l'argent, le platine, c'est pas pour rien que ce sont des métaux précieux. Ils sont plus rares que le cuivre, le nickel ou le fer. Donc une rareté géologique, des difficultés à les substituer. C'est-à-dire que souvent, pour faire face à la pénurie, c'est-à-dire en gros à l'augmentation du prix, les industriels ils essayent de se passer de telle ou telle ressource. Aujourd'hui, on voit par exemple la diminution du nickel ou du cobalt dans les batteries de voitures automobiles. Donc ces métaux sont chers, sont un peu rares, donc on essaye de s'en passer. Donc ils s'adaptent, l'industrie s'adapte. Voilà, donc il faut trouver des métaux, des ressources qui sont difficilement substituables. Exemple, on ne sait pas trop faire de la conduction d'électricité sans cuivre. On ne sait pas trop faire les platinoïdes, ça sert beaucoup par exemple dans les catalyseurs dans la chimie. Donc tous les engrais par exemple nitratés, il faut du platine et du rhodium pour ça. Et puis le troisième critère pour se dire que ça risque d'être problématique, c'est le recyclage, la difficulté à recycler. Voilà, c'est qu'il y a des métaux qui vont être plus ou moins recyclables pour plein de raisons, et en particulier parce qu'ils sont utilisés dans plein de petites quantités différentes, dans plein d'objets différents, et qu'en fait on n'arrive pas à organiser des filières de recyclage correctes. Voilà, en gros, une batterie au plomb de voiture, c'est très bien recyclé parce que voilà, maintenant on balance plus les batteries dans les fossés comme avant, on l'amène bien gentiment à la déchetterie ou quand le véhicule est en fin de vie. Par contre, quand vous avez plein de trucs dans des micros, des casques, je sais pas quoi, une foultitude d'objets différents, là c'est très dur d'organiser la filière de recyclage. On va en reparler tout à l'heure du recyclage. On est ensemble jusqu'à 20h. Merci encore d'être avec nous, Philippe. Mais on va reprendre un petit peu notre souffle, parce que je vous avais dit, c'est quand même un petit peu
Là, ça va, là, non? Mais on suit, on est là, on s'accroche. On va quand même écouter un petit peu de musique. Juliette, on est à Bordeaux, donc j'imagine qu'on écoute du Pascal Obispo. Alors moi, je te propose que tu laisses John Lennon pour imaginer les trucs. Guillaume, tu vois bien que t'es pas doué. Ouais. Non, on va écouter une chanteuse, autrice, compositrice américaine nommée Clairo, parce qu'on a besoin de pop qui cause d'amour. Merci bien. Voici Add My Love. C'était Clairo avec Add Up My Love. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité, l'ingénieur spécialiste des ressources, Philippe Biwix. Et c'est l'heure du retour de l'enfant terrible de la déconstruction. Celui qui essaie d'être de gauche, mais qui a du mal. C'est un petit peu le plus socialiste de la bande. Yann Guillaume. Bonsoir, bonsoir la France, bonsoir la dernière, salut Bordeaux, salut la gauche. Ouais, calme-toi, Bordeaux, mon amour, Bordeaux de gauche, mais enfin ça se déplace en vélo électrique à 3000 balles. 3000 balles, qui est quand même le prix d'une Golf 4 diesel 200 000 km, boîte manuelle, deuxième main de chez Pelletier Auto. Voilà, bon, quand t'es de la classe moyenne, tes références, c'est les côtes Argus, on a ce qu'on veut. Bordeaux, il y a des bacs à compost partout, mais le week-end, les Bordelais, ils partent au Cap Ferré en Range Rover, dessiner des cartes de France avec de la cocaïne en faisant des chabites avec Bernard Montiel. Ça, c'est ma gauche! Ça, c'est ma gauche. Une gauche décomplexée, une gauche qui a réussi. Parce que vous savez que moi, depuis mon exposition chez vous, je deviens une vedette. Hein, là, parce que j'ai quand même une chronique toutes les 8 semaines. Donc, hein, la gauche qui partage, ouais, bon. Donc, bon, voilà, objectif, fallait pas louper ma deuxième chronique. Alors, j'étais en train de rédiger un portrait brillant de Philippe en alexandrin. J'étudiais les low-tech, comprendre comment fabriquer une trottinette électrique avec du fil barbelé, des roues de caddie et 3 picons dans le cornet pour croire qu'elle roule. Hein, et là, je reçois mes billets de train Paris-Bordeaux, envoyés par la production pour venir ici. Et qu'est-ce que je vois? Seconde classe. Seconde classe, moi, une vedette, alors que le patron de la radio peut acheter toute la SNCF et il me colle avec les prolos, avec les gars, les tourneurs fraiseurs. Alors ça c'est pas ma gauche. Hein. Alors ça non. 20 ans que je fais ce métier, j'ai déjà été déguisé en saucisse à la foire de la saucisse de Mont-de-Marsan. Même là, j'étais en première. Donc là. Et puis je me dis, bon, allez, c'est un engagement, tu me connais mon Philippe, voilà. Je respecte, je me dis, va pour la seconde classe, un peu d'exotisme. Et puis bon, j'ai mes vaccins un jour. Donc. Et puis je me dis, surtout, il y aura mes copains, il y aura Aymeric qui sera à côté de moi, un ami de toujours. Hein. Un gars qu'on s'est déjà embrassé plusieurs fois, avec des objets et des copains, bref. Et là, Loris, un gars qui envoie les billets de la un gars qui n'a pas bossé à l'école, bon bref, et ben il me dit, ah non, mais toi, t'es en seconde, Aymeric est en première depuis qu'il fait du cinéma. Alors ça, c'est ma gauche. C'est donc ça la gauche du tous ensemble, mais chacun à sa place. Comme quand Jean-Luc M avait dit oui, on est tous égaux, blabla, mais moi j'ai une hanche en bois, j'ai mal au cul, donc je voyage en business. Et puis merde, j'ai pas fait 25 000 balles d'études pour voyager avec des clodos qui sentent la CMU et qui lisent du Marc Lévy. Bref. Tu vois cette interview. J'ai eu peur, peuple français. Je me sentais trahi par mes Che Guevara de la gaudriole, mon showbiz en tweed, qui critique les oligarques, le patriarcat, l'humour réac, alors que, pardon, mais moi je trouve quand même que les accents, c'est toujours drôle. Ah si je fais l'accent malien, là, ça va marcher. Oh, Soisy, que tu n'as pas goûté mes crêpes Suzette. Oh, B-U. Bon, après, je suis nul en géo, donc bon, mais voilà. Bref. J'avais perdu foi, Nova. J'avais perdu foi. Voilà, je me voyais déjà, après l'émission, prendre un VTC de pigiste, hein, un Bolt payé de ma poche, noté 1,4 sur 5. Le gars, il arrive, il est en Lada, il est torse nu, il t'ouvre pas la porte. De toute façon, il n'y a pas de porte. Il s'arrête pas, il ralentit, tu sautes dedans. À l'intérieur, ils sont déjà 17. Ça sent la chèvre, il y a une chèvre, c'est elle qui conduit, elle fume la chicha. Elle aurait tiré un frein à main sur le parking de mon hôtel de chroniqueur. Un Formule 1 bord périph' pour que je dorme en entendant un prof d'histoire qui se cherche encore se faire toucher l'entremet par un monsieur rémunéré qu'il ne connaît pas. Et puis soulagement, Nova.
Je m'étais emballé, puisqu'effectivement, arrivé dans le train, à part, bien sûr, monsieur Daniel Craig de Nova, Christian Clavier de la dernière, nous étions tous en seconde classe à avoir mal au dos et à manger du maquereau sauce moutarde. Donc j'ai eu nouveau foi en l'avenir, foi en cette gauche, donc je reviendrai dans 8 semaines. Mais en première classe. Merde. Donc j'espère que d'ici là, je serai le futur Didier Bourdon. Tchallah. Merci. Yann Guillaume. Yann que vous pouvez retrouver en spectacle. Il joue à Bordeaux, au Trianon le 19 mars et à Paris au Palais des Glaces tous les samedis. Merci. Yann, tu deviens de plus en plus de gauche. C'est beau, je suis de gauche. Cette métamorphose incroyable. Merci Philippe Biwix, tu es toujours avec nous. Tu es toujours ingénieur, ça n'a pas bougé. Toujours spécialiste des ressources. Et on parlait avant la pause du recyclage. Et j'ai lu une phrase de toi où tu dis dans un smartphone, il y a le monde entier. Il y a toute la planète. Même on peut acheter un bout de planète en achetant un smartphone. Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase ? Bah oui, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça déjà ? Oui, sans doute. Okay, à quelle heure ? Oui, c'est ça. Je ne sais pas. L'automne a été long. Oui, en fait, un smartphone, c'est un objet un peu emblématique pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a l'impression d'avoir dématérialisé le monde, parce que finalement, c'est tout petit. Effectivement, ça a remplacé, je sais pas quoi, la lampe de poche, la boussole. L'appareil photo, le radio-réveil, que sais-je, X trucs. Donc, c'est super. Mais en réalité, il convoque tout un monde numérique derrière, en fait, des routeurs, des antennes, des câbles transocéaniques qu'il faut dérouler, etc. Donc en réalité, c'est une matérialité du monde, mais qui est cachée. Et puis la deuxième raison pour laquelle il est emblématique, c'est qu'effectivement, il contient plein de trucs différents, parce qu'il y a des fonctionnalités très très nombreuses dans ce smartphone, et donc il y a une quarantaine de métaux différents. Qui viennent de partout, donc. Qui viennent du coup de plein de pays du monde, qui d'ailleurs, c'est pas juste les pays miniers, c'est aussi, faudrait compter presque toutes les étapes de transformation. Donc c'est les pays miniers, les pays où le minerai est traité, c'est pas toujours au même endroit, les pays ensuite où les composants sont fabriqués, les pays où sont ensuite assemblés, et donc tout ça, ça fait que ça traverse effectivement, ça fait le tour du monde de nombreuses fois. Et puis quand on va arriver en fin de vie en recyclage, là c'est la catastrophe parce que évidemment on va pas mettre des petits enfants avec des pinces à épiler, des tournevis et tout ça pour tout démonter. En fait, il n'y a pas le temps de faire ça. Même les petits enfants, on n'arriverait pas à les rémunérer. Même si on voulait, on pourrait pas le faire. Même si on voulait, on pourrait pas le faire parce qu'en fait, dans un smartphone, il y a à peu près 2 à 3 euros de matière première. En prix à la sortie de la mine, c'est 2 à 3 euros. Donc si on voulait optimiser le recyclage de ce truc, au mieux, en récupérant tout, on aurait 2-3 euros. Autant dire que c'est pas possible de rémunérer des gens pour bien faire ça. Donc on va se concentrer sur des métaux qui sont suffisamment chers pour valoir le coup d'être récupérés, en particulier l'or. Il y a à peu près 30 mg d'or dans un smartphone. Alors l'ouvrez pas pour le récupérer. Non, ça fait quand même pas beaucoup. Ça fait 1 euro du coup, à peu près. Ça c'est possible de le récupérer, mais après si tu achètes plein de smartphones et que tu les démontes. Tu peux te faire un SMIC. Mais c'est pas super rentable. C'est pas super rentable. Mais effectivement, en fin de vie, c'est ce qui se passe. Effectivement, il y a des monceaux de smartphones qui vont être broyés du coup. Et après, il y aura ce qu'on appelle de la pyrométallurgie. On va les mettre dans un four. On va récupérer un certain nombre de choses. Mais globalement, on va récupérer au mieux dans les meilleures usines du monde. Et là, les smartphones vont pas tous dans les meilleures usines du monde. On va récupérer peut-être une dizaine de métaux, une quinzaine de métaux, et tout le reste est perdu en fait. Donc, en gros, la leçon à en tirer, c'est que nous, citoyens consommateurs avec un smartphone dans notre poche, on fait quoi ? On le recycle ou on le garde ? Il faut téléphoner avec. Non, mais je veux dire... Alors déjà, tu peux l'utiliser, quoi, parce qu'une fois que tu as l'impact... C'était ma blague. Au moment... Il va te la rendre, Émeric. Philippe, rends-lui sa blague. Qu'est-ce qu'on en fait quand le smartphone il est en fin de vie, il est mort, on fait quoi ? En fait, c'est tout le problème, c'est que du coup, en fin de vie, ça va forcément mal se passer. En fait. Et plus l'objet technique est complexe au départ, plus en fin de vie, ça va mal se passer et plus on va gâcher les ressources. Donc les constructeurs, ils mentent quand ils disent vous inquiétez pas, après vous pouvez le recycler, etc. Alors, je ne sais pas s'ils disent ça. En fait, ils restent assez discrets sur ça. Il y a effectivement Apple qui joue un peu qui a un petit robot là qui s'appelle Daisy qui fait du démontage. Mais bon, voilà, il y a le nombre de robots. Puis après, il faut démonter le robot aussi, et puis démonter le robot du robot qui démonte le robot. Enfin, ça devient un peu compliqué. Donc en fait, non, c'est très mal, c'est très difficile. Et donc en fait, la meilleure
le meilleur truc qu'on peut faire, c'est de le faire durer, en fait, déjà, à moins de s'en passer. Alors, on va pas se passer tout de suite de smartphone. Je sais bien que c'est pas le premier truc par lequel il va falloir commencer pour convaincre tout le monde démocratiquement. Mais en tout cas, voilà, c'est de le faire durer. C'est d'ailleurs faire durer un truc qui est fait pour ne pas durer ne pas si longtemps durer. que ça. Voilà. Mais c'est l'exemple de c'est ce qu'a fait Fairphone, par exemple. Hein. Fairphone, donc ça venait de Fairtrade, donc commerce équitable. Au début, ils ont le projet, il était parti il y a une quinzaine d'années, je crois, sur éviter des minerais de conflit. Donc c'était l'or, le tungstène, le tantal qui était exploité dans l'Afrique des Grands Lacs et donc qui alimentait des seigneurs de guerre. Donc ils voulaient tracer en fait quels métaux étaient effectivement dans leur téléphone. Et très très vite, en fait, ils se sont rendus compte que leur problème n'était pas de fabriquer des téléphones certifiés sans ces métaux de guerre, c'était de faire en sorte que les smartphones durent et soient réparables et de lutter contre l'obsolescence en fait entre le hardware, la partie du téléphone et puis les softwares. Bon, on va revenir à tout ça parce que c'est vraiment passionnant. On a plein d'autres questions. Reste avec nous, Philippe. Mais avant ça, Pierre-Emmanuel, c'est l'heure à laquelle normalement tu réponds aux questions des auditeurs. Mais là, je vais te dire aujourd'hui, tu fais bien ce que tu veux. J'en ai strictement rien à foutre. Ouh là 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 là. Quoi ? Dis donc Guillaume, je sens poindre dans votre voix une légère lassitude. Oh non. J'ai l'impression que les responsabilités commencent à vous peser et je me demande si c'est pas le moment pour vous de lâcher la rampe. Alors je sais que vous n'avez que 43 ans, mais les gens, c'est comme les voitures. Parfois, on se dit, allez, elle tiendra bien encore 10 000 bornes. Et puis le garagiste vous tend le devis pour la transmission et l'évidence vous saute au visage. Non, ça vaut pas le coup. Vous êtes une Peugeot 206, Guillaume. On a fait un bon bout de chemin ensemble, mais aujourd'hui, votre place est sur le bon coin, à la rubrique épave et non à la tête d'une émission. Je sais, Guillaume, que c'est une décision difficile à prendre que celle de quitter la scène, mais dans le grand spectacle de votre carrière, vous avez déjà raté l'entrée et le milieu. Ce serait bien de réussir au moins la sortie. Hein, il faut savoir se retirer avant la catastrophe, Guillaume. Comme votre père aurait dû le faire il y a 43 ans et 9 mois. Vous n'êtes pas obligé d'applaudir. Il n'y a pas d'obligation à ce niveau-là. Vous allez nous manquer, Guillaume, et c'est sincère. Hein. Vous et moi avons toujours été bons camarades, et vous me laisserez un souvenir que je qualifierais de plutôt positif. Emmerich, lui, sera sûrement inconsolable pendant 5 minutes, et puis il trouvera un mégot par terre, et la joie renaîtra dans ses yeux d'enfant. Quant à Juliette, elle fera sans doute un meilleur Guillaume que vous. Personne n'est irremplaçable, pas même les auditeurs. La preuve, je n'ai pas lu leurs questions et je les ai remplacées par des fausses questions de faux auditeurs. Et cette semaine, c'est Chantal qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan qui a été le théâtre d'un véritable petit miracle vendredi dernier. Au cœur de la vieille ville, place Hippolyte de Guémené, niché à l'ombre de l'ancien lavoir, se dresse depuis des temps immémoriaux un monolithe gravé de symboles énigmatiques. Cette intrigante stèle est appelée la pierre des âmes par les anciens qui lui prêtent des pouvoirs occultes. On raconte même que les nuits de pleine lune, des silhouettes fantomatiques se contorsionnent autour du vieux lavoir dans des râles bestiaux. Cette roche mystérieuse est-elle une météorite sur laquelle une intelligence extraterrestre a gravé un message, un calcul rénal sorti de l'urètre des géants qui peuplaient la vallée de la Roustinière avant l'apparition des premiers hommes, ou tout simplement le menu d'une taverne du Moyen-Âge? Nul ne le sait. Tous les historiens, astrophysiciens et autres médiums qui se sont penchés dessus se sont cassés les dents à cause de Dédé, le punk à chien qui en profite pour leur appuyer comme ça d'un coup derrière la tête. Sacré Dédé. Toujours est-il que personne n'a jamais réussi à trouver un sens aux inscriptions ornant la pierre des âmes. Personne jusqu'à vendredi dernier, donc jour où le mystère a été percé par hasard, mais surtout par Dédé, qui a remarqué, en posant sa bouteille de Stutz devant le monolithe, que les inscriptions se reflétaient dans le verre. Les symboles ésotériques n'étaient autres que du français écrit à l'envers et qui, placé devant un miroir, délivrait ce message rempli d'espoir. 15 € la pipe, 50 € l'amour, gratuit dans les fesses, parce que j'aime bien. Il a vite été découvert que l'autrice de ces mots n'était autre que Martine Péquelin, l'ancienne bouchère de Saint-Roustan, réduite à cette extrémité par une retraite misérable qui, comme de nombreux seigneurs, ne lui permet pas de vivre décemment. Bouleversés par cette révélation et par l'extrême précarité qui touche l'ex-commerçante, les racilariens, dans un mouvement de solidarité sans précédent, ont décidé que le village entier, à chaque pleine lune, viendra se faire sucer derrière l'ancien lavoir
pour aider Martine à boucler ses fins de mois. Comme l'a si joliment déclaré Renaud Tarlu, l'adjoint au maire en charge de la propreté et de l'accompagnement des seniors, un tel élan de générosité, j'en ai la larme à l'œil et la goutte au gland. Vivement la prochaine pleine lune. C'est magnifique. Mais revenons à Chantal, si vous le voulez bien. Oui, on le veut bien, oui. Qui nous écrit... Bonjour, je travaille au CHU de Saint-Roustan et j'adore votre émission. Je n'ai pas de questions particulières. Tiens. Je souhaitais simplement vous dire que ces dernières années, on a fait des progrès incroyables dans l'accompagnement à la fin de vie. C'est vite fait, bien fait, et même à 43 ans et 9 mois, il n'est jamais trop tôt à bon entendeur. Merci Chantal, j'espère que le message est passé. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions. Oui, non. Non, je pense que c'est pas nécessaire d'applaudir forcément tout, hein. Non. Voilà, je crois que je préfère encore ce qui suit, et pourtant ce qui suit, c'est la publicité. Vous êtes toujours sur Radio Nova, bien évidemment, la dernière, en direct de Bordeaux, de l'entrepôt au Haillan, avec Juliette Arnaud, Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, et notre invité, Philippe Biwix, ingénieur, spécialiste des low-tech, des ressources, etc. C'est le moment de l'émission, Philippe, où j'ai envie d'être un petit peu plus sérieux, car l'heure est grave. La France a peur. Jingle. Arrêtez! Personne n'a craqué! Alors, Philippe Biwix, on t'entend depuis le début de l'émission avec tes chiffres, voilà, tes sources, gna. Moi, j'ai les miens de chiffres. Je regarde en même temps un sondage de l'Institut Maréchal pour CNews et Sud Radio. 99% des gens te trouvent ronchonchon. Je cite, on dirait Pierre-Emmanuel sur les images miniatures YouTube où il a cette vilaine tête là. Ah bah qu'il est en vrai finalement, non, ça correspond bien. Bon, je peux pas leur donner tort, tu es un petit peu ronchonchon, Philippe. Nova, c'est une petite radio, on peut pas se couper comme ça d'une partie du public. C'est pourquoi je voulais donner de la place au rêve, à l'ambition, au cœur. Le cœur, c'est important, Philippe. Alors, le coup de cœur d'Éric Tegner sur Sud Radio. Un coup de cœur, oui, pour un idéaliste, mais pour le coup, un idéaliste qui concrétise ses rêves. Il est souvent décrié en ce moment, c'est Elon Musk. Voilà, là on y est. Là on rêve, Fifi. Voilà, un idéaliste qui concrétise ses rêves, un petit gars d'Afrique du Sud qui vit le rêve américain, qui est parti de rien. Si tant est que rien est synonyme en afrikaner de fils de bourge et descendant de colons. Alors, pourquoi Eric, il aime Elon ? Parce qu'il a réussi la possibilité d'envoyer tout simplement une fusée dans l'espace et de récupérer cette même fusée. Et donc, pourquoi c'est important ? Parce que déjà, il y a un défi écologique qui est de se dire qu'il faut arrêter de polluer également l'espace. Et c'est un écolo, Elon Musk. C'est ça que tu ne dis pas, Fifi. Pourquoi il a envoyé plus de 6000 satellites depuis le début de son parcours dans l'espace ? Pourquoi ? Pour mieux voir la pollution. C'est un petit peu un Yann Arthus Bertrand, tu ne le dis jamais ça, Philippe. Alors c'est vrai que dit comme ça fait un peu comme quand Aymeric il mangeait un demi-tic-tac après une raclette à la chartreuse. Mais non, mais c'est les petits gestes qui comptent. Toi, Philippe, toi tu pisses sous la douche, Elon il récupère des bouts de fusée. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Et la passion pour Musk enflamme également CNews, bien sûr. Moi, ce que j'apprécie, c'est de voir Elon Musk qui, à mes yeux, représente la puissance insurpassable de la raison, capable de faire décoller et atterrir des fusées gracieusement, ce que les woke ne sont pas capables de faire. Et dans vos gueules, dans vos grosses gueules, les woke. Eh ouais, c'est vous. Combien il y en a parmi vous qu'on fait décoller des fusées ? Il y en a 0. Et gracieusement, voilà. Si un woke était gracieux, ça se saurait. Souvent, le woke, il a le cheveu gras, il a un t-shirt Sandrine Rousseau, présidente. Et il dit, tiens, je vais payer ma place pour aller voir une émission de radio. C'est ça, la réalité des woke, voilà. Heureusement que Elon, il lutte contre le wokisme et ça marche. On voit effectivement un recul. On sait que l'administration Trump qui arrive va mettre en tout cas tout en œuvre pour que ce progressisme cesse. Ouais, voilà. C'est compliqué à dire, mais cessons le progressisme. Le progrès, c'est de la merde. Le progrès, non. Attends, merde. Non, je me suis perdu dans le raisonnement. Non, le progrès, c'est bien, mais c'est nul. Oh, putain, c'est compliqué. Non, mais c'est technique, hein. C'est la force de Musk, ça. Ça et sa capacité à lutter contre la barbarie. La barbarie représentée par Wikipédia, une entreprise horrible. Hein. Elon Musk a raison. Le budget de cette entreprise, c'est 177 millions de dollars et presque 50 millions de dollars sont dédiés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion. Vous vous rendez compte de ça ou pas ? Oh, les woke, vous vous rendez compte de ça ?
La diversité, l'équité, l'inclusion, mais c'est quoi l'étape d'après? C'est les frites gratos à la cantoche, c'est quoi là? Heureusement qu'il est là, Elon, à l'international, parce que, bon, on le sait, il soutient tous les fachos du monde, tous les résistants du monde, pardon. Mélanie, même l'AfD, le parti nazi allemand, quitte à se faire traiter de réactionnaire, c'est un petit peu le risque. Heureusement, CNews est là toujours pour le défendre. Moi, ce qui m'a gêné, c'est le mot réactionnaire. Il y a qu'on a Elon Musk, c'est-à-dire c'est le chef d'entreprise, peut-être justement où l'entreprise est la plus dynamique, la plus innovante. C'est bien. Donc, t'es libertarien. je trouve ça une hypocrisie incroyable. Tout c'est faux. C'est complètement faux. Alors, on revient à Marine Le Pen ou pas? Oui, ça faisait 40 secondes. C'est vrai que ça faisait 40 secondes qu'ils n'avaient pas parlé de Marine Le Pen. Laurence Ferrari, elle a des plaques comme ça. Revoyez la vidéo, c'est assez choquant, donc faites gaffe à ça. Allez, vive Elon, vive Trump, make la fin de l'humanité great again. Merci Guillaume, merci beaucoup. Bon ben voilà, là Philippe, avec forcément Elon Musk, tu t'imaginais bien qu'on allait te poser des questions sur lui, parce que dans ta BD documentaire, Ressources au pluriel, en fait, vous le point de départ avec le dessinateur, c'est que vous imaginez que vous êtes plus en train de voir ce que pourrait être le modèle de Jeff Bezos, qui lui aussi a l'intention de... Mais lui, il est moins ambitieux. Il n'envisage pas Mars, plus des trucs entre la Lune et la Terre. Ouais. Bah, je le trouve quand même moi plus barjot que Musk en fait. Hein, oui, carrément. C'est quoi la différence entre les deux alors? Alors Musk, lui, il est plutôt sur dire on va créer une ville autonome sur Mars, on va ensemencer quelque part l'humanité sur 2 planètes, comme ça au cas où un astéroïde nous tomberait dessus, comme au temps des dinosaures, au moins il y aura 2 planètes. Ouais. Donc, sans dire vraiment, enfin je crois qu'il parlait d'1 million de personnes sur Mars, donc ça va être compliqué à faire, mais bon voilà. Alors que Bezos, lui, il imagine qu'on pourrait être 1000 milliards vivant dans des grandes stations galactiques en forme de tor, donc en forme de beignet, en fait. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il explique un truc, il me regarde. Il fait, c'est comme un... C'est avec tout ce qui est bouffe. C'est comme un donut. Oui, voilà, c'est ça. Exactement, mais en moins gras, quoi. Et donc dans le... Il t'a re-regardé. Non, mais non. Et après, on va parler des implants capillaires. Allez. Justement. Et alors, ça lui vient ça lui vient d'un prof qu'il a eu à Princeton, je crois, dans les années 70, en fait, qui s'appelle Gérard O'Neill, qui était un gars assez sérieux, qui a bossé avec la NASA et tout ça, et qui en fait disait c'est stupide de vouloir aller d'aller s'installer sur des planètes, parce que pour s'installer sur une planète autre que la Terre, à chaque fois, il faut lutter contre la gravité pour décoller, pour atterrir. Donc, ça consomme beaucoup d'énergie. Alors qu'une fois qu'on est dans l'espace, en fait, on ne consomme pas d'énergie. Si je pousse un petit truc dans l'espace, il n'y a pas de force de résistance, et puis je peux faire Jupiter sans énergie. Donc lui, il dit qu'il faut partir de l'espace directement. Et du coup, il dit qu'il faut rester, il faut s'installer en orbite, et là, du coup, on va pouvoir installer les usines, on pourra installer des habitations, etc. Donc il est vraiment, c'est vraiment presque messianique, quoi. Est-ce que ça a une chance de se réaliser un jour, ou c'est juste un délire de milliardaire? Dans les bouquins de science-fiction, oui. En fait, on invente un truc qui s'appelle l'ascenseur spatial, c'est-à-dire un truc avec des câbles suffisamment solides pour tenir sur quelques dizaines de kilomètres de longueur, et puis qui permettraient de monter et de descendre du matériel dans l'espace. Ouais. Mais sans ce truc-là, qui est un petit peu, qui est pour l'instant très prospectif. Mais l'idée, c'est que comme la Terre, elle tourne très vite, ils mettent des câbles très haut et avec un contrepoids, et en fait, ça fait que le câble, il reste dans l'air comme ça. Et vous êtes tous défoncés ou quoi? Là, en l'occurrence, c'est plutôt Jeff et on a qu'à faire un grand câble. Mais alors pourquoi? Il y a des gens, hein. Avec des nanostructures en carbone et tout, non, il y a des mecs qui bossent dessus, hein, non, mais donc, c'est votre argent. Oui, mais c'est ça que je voulais en venir là, il y a vraiment des gens qui bossent dessus. Donc ils lèvent des fonds, il y a une économie autour de ces projets qui paraissent délirants. Ouais, alors c'est assez marginal sur l'ascenseur spatial. Enfin, je suis pas spécialiste, mais je pense pas qu'il y ait des startups en ascenseur spatial trop pour l'instant. Par contre, oui, il y a beaucoup de startups dans la fusion nucléaire, par exemple, des startups évidemment sur des lanceurs spatiaux, sur des mini réacteurs, ce qu'on appelle les small modular reactors, donc des petits réacteurs nucléaires sympas de poche, un peu. Voilà. Pas pour mettre dans sa voiture, mais voilà. Mais qui servent à quoi? Et qui servent à quoi? Qui servent à peut-être résoudre un peu le problème d'avoir de l'énergie verte, hein, pour par exemple Sam Altman, donc le cofondateur de OpenAI, donc ChatGPT. Lui, il a dit on a un problème parce que les data centers qui pour l'IA vont devenir tellement énergivores qu'il faut qu'on invente la fusion nucléaire.
Voilà. Bah, Wow. Sympa, Sam. Est-ce que tu pourrais nous laisser le temps d'inventer les fusions nucléaires avant de développer les data centers qui consomment de l'énergie? Bah non, évidemment. Oui, ils disent en gros démerdez-vous. Mais voilà, c'est j'ai un une peu ça. idée, Voilà, l'intendance donc, se suivra. donc ils sont tous un peu là-dessus, ouais. Ok, on va revenir à tout ça évidemment. On est ensemble jusqu'à 20h sur Radio Nova. Nova, la radio de la musique. Juliette, on est à Bordeaux, la ville du rock. Vous connaissez la citation de John Lennon, le rock français, c'est comme... Le vin anglais. Pas trop bon. Donc on va écouter complètement autre chose. On va écouter du rap américain, un morceau de 2005 de Beat Assailants, Hard 12. Alors dans ma tête, c'est le titre parfait pour commencer à dodeliner de la tête, juste avant que la fête commence vraiment, pour oublier, par exemple, qu'on se caille les meules. C'était Hard 12. Beat Assailante. Je prononce comme je veux. Vous écoutez toujours Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité, l'ingénieur spécialiste Élotech des ressources, Philippe Biwix. Philippe qui a sorti une bande dessinée qui s'appelle Ressources et qui est formidable parce qu'on pige absolument tout. Et qui a des jolis dessins. D'ailleurs, il faut le citer, de Vincent Perriot, voilà, qui a fait un super travail. Et comme souvent, notre peur dans cette émission, c'est de tout piger. On se dit, mince, on va tout comprendre, qu'est-ce qu'on va faire? Et bien là, j'ai trouvé la solution. Je me suis dit, tiens, si on parlait un peu de sciences physiques, cœur avec des oscilloscopes. Et c'est pourquoi on a appelé à la rescousse l'incroyable Célia Pelluère. Merci, bonsoir. Merci beaucoup Guillaume pour l'invitation. Alors pour cette première chronique, Guillaume m'a dit prends un sujet simple, facile d'accès. Du coup j'ai choisi humblement de répondre à la question qu'est-ce que la physique quantique? Je vais me présenter rapidement avant de commencer le cours. Je m'appelle Célia, je suis docteur en physique quantique et humoriste. Parce que pourquoi pas? Et oui, à la base je voulais pouvoir parler de science, sauf que je suis une femme. Donc pour me sentir légitime dans ce milieu, je me suis dit qu'il me fallait au moins Bac+8. Et pourtant j'essaye de m'inspirer de ma rôle modèle Elisabeth, qui m'a répété qu'on n'attend pas d'une docteure en physique qu'elle soit spécialiste. J'avais un peu peur qu'il y ait conflit avec la chronique d'Aymeric, parce que j'ai vu un post-it sur son bureau avec les listes de ses sujets, et il y avait écrit en gros PQ. Et je me suis dit, ah, lui aussi il va parler de physique quantique. C'est bon? Non, bon. Après, moi j'y peux rien, comme de nombreuses femmes, j'ai le syndrome de l'imposteur. De l'imposteuse, de l'impostoresse. Bon, apparemment pour se sentir illégitime, on n'a pas le droit non plus à notre propre mot. Comme ingénieur d'ailleurs, ou chercheur, chercheuse, chercheresse. Bon. Alors la physique quantique, c'est la science de l'infiniment petit, des toutes petites particules qui composent toute la matière connue. Vous, moi, Aymeric, la bière qui compose Aymeric. La physique quantique, c'est aussi le truc souvent utilisé pour vendre des pierres miraculeuses chez Nature et Découverte ou dans les films pour justifier des scénarios de merde. On veut remonter dans le temps, physique quantique. Aller plus vite que la lumière, physique quantique. Dépasser les limites planétaires en exploitant toujours plus de ressources minières, physique quantique. Bon, le problème c'est que ça, il y a des gens qui y croient vraiment. On se permet souvent de dire n'importe quoi sur ce sujet et c'est en partie parce qu'il y a un certain Feynman qui aurait dit un jour « Si vous croyez comprendre la mécanique quantique, c'est que vous ne la comprenez pas. » Oui, bah il m'énerve, voilà. Ces hommes qui essaient tout le temps de nous expliquer des trucs, c'est fatigant. Moi, j'appelle ça le Feynmansplaining. Voilà. C'était un brillant physicien, oui, mais il abusait. Des femmes notamment, mais c'est un autre sujet. Cette phrase, elle laisse penser que les physiciens, ils pannent rien du tout à leur métier, qu'ils testent des trucs dans leur laboratoire, ils voient ce qui se passe et pas du tout. La physique quantique, ce n'est pas comme la politique. C'est une science qui utilise des modèles mathématiques pour expliquer et prédire ce que font les particules, les atomes, leur comportement, bah oui. Et en effet, ça fonctionne très très bien. C'est-à-dire que c'est un des seuls modèles en physique où la plupart du temps, on fait le calcul, on fait l'expérience et ça marche. Pas de grand mystère quantique donc, pas de quoi créer des sectes ou donner une mémoire à l'eau. La preuve, la physique quantique a permis en seulement quelques décennies après sa découverte de créer des trucs comme le transistor, un petit composant indispensable à tous nos appareils électroniques. Ou encore le laser, composant indispensable au divertissement de nos chats et à l'épilation définitive de nos chattes. Guillaume m'a dit de vulgariser. C'est ça, c'est bon, on y est. Moi, bon. Et ce qui nous fait dire qu'on ne comprend pas la quantique, c'est que notre imagination et nos sens sont en fait trop limités pour comprendre ce monde. Notre esprit conçoit à partir de ce qu'il peut voir, toucher, sentir. Et pour le reste, on a les mathématiques, les modèles. On sait modéliser, mais on a du mal à imaginer. La physique quantique, c'est un exercice d'humilité. Et c'est bien pour ça que c'est important de l'enseigner.
Pour terminer, je vais vous parler de quelque chose qui existe que dans le monde de l'infiniment petit et qui, personnellement, me plaît beaucoup. Ça s'appelle la dualité onde-particule. En gros, les particules qui composent la matière, on peut les voir comme des petites billes, des petites quantités d'énergie qui peuvent se déplacer. Mais on peut aussi les imaginer comme des ondes. Vous voyez, un peu comme les vagues à la surface des océans, ou comme les ondes radio qui transportent la douce voix de Guillaume jusqu'aux oreilles de Pascal Praud. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et ça, c'est un des enseignements de la quantique. À la croisée de deux chemins, on n'a pas toujours besoin de résoudre son destin. J'aime bien me dire que nous aussi, on peut ne pas choisir. Être artiste ou scientifique, être humoriste ou chercheuse, être de droite ou de... Ah non. Là, ça marche pas, par contre. Si vous croisez une particule qui vous dit qu'elle est ni de droite ni de gauche, écoutez bien, elle vous parlera d'immigration. Alors, à mon avis, s'il y a bien un truc qui doit pas être quantique, c'est la politique. Alors, qu'on se serve de la physique quantique pour faire de la poésie ou ficeler des scénarios bancals, pourquoi pas. Mais attention, malgré ce que dit Feynman, la physique quantique n'a rien de mystique, mais tout de passionnant. Merci beaucoup, Célia. Célia Pelluet, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, on peut te retrouver, et sur Instagram. Sur Instagram, Célia Blague de Trop. Merci d'avoir été avec nous. Et reste avec nous parce qu'on va continuer avec le quantique, puisqu'on parle beaucoup d'ordinateurs quantiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, Philippe Biwix, qui est toujours avec nous en tant qu'ingénieur? Est-ce que c'est encore un truc qu'on nous vend comme les câbles de Jeff Bezos dont on parlait juste avant? Est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Ouh là là, je veux pas faire de l'ultra-crépinarianisme. Oh là là, alors attention. Est-ce que tu peux déjà expliquer ce mot, tiens? Tout le monde connaît, je pense. On avance, du coup. On avance. Bon, bah j'aurais essayé, démerdez-vous, tant pis. Non, c'est une maladie dont on a tous été atteints en 2020. Tu crois savoir plus que ce que tu sais. Voilà. Pendant le Covid, ouais, on disait, voilà. oui, l'ARN messager. Voilà. Alors, oui, et puis on parlait tous comme ça. Tout le monde devient spécialiste de tout, voilà. Ça vient d'un truc où il fallait pas... c'est un peintre qui avait demandé son avis. J'ai l'impression que tu esquives la question, hein, Philippe. Excuse-moi, voilà. mais... Alors le quantique. Donc je suis pas spécialiste du quantique, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup d'envie autour de ça, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de startups qui se montent là-dessus. Mais à quoi ça pourrait ressembler? À quoi ça pourrait servir? À quoi ça peut ressembler? C'est à une grosse machine qui fait du froid parce qu'il faut être à quelques pouillèmes au-dessus du zéro absolu, c'est-à-dire moins de 273 degrés. Donc c'est un gros machin qui fait du froid. Célia valide tes propos. Avec plein de tuyaux pour faire réfrigérateur, congélo, mais en version plus. Et pourquoi on en aurait besoin? Parce qu'à cette température-là, l'état de la matière fait qu'il y a des possibilités de superposition quantique, je tente, enfin des trucs, des états d'atomes un peu bizarres, et qui fait qu'au lieu d'avoir 1 ou 0 comme aujourd'hui dans l'électronique, c'est les transistors dont on parlait tout à l'heure, c'est des petites portes qui disent 1, 0, 1, 0, le courant passe pas. Ok. Et là, eh bien, ça serait un peu entre 0 et 1, faut voir. Parce qu'en fait... Mais ça va tout nous mélanger, et ça, en fait, c'est un peu dingue, je sais pas comment, mais il y a des mathématiciens qui ont bossé comme des fous dessus, et en disant, c'est peut-être entre 0 et 1, on verra, mais c'est seulement quand on regardera qu'on saura, eh bien, ça permet de simplifier, en fait, des calculs incroyables, et notamment, en fait, de casser les codes de cryptographie aujourd'hui qui servent à faire tous les trucs de carte bleue, les messages sur Internet. Vous savez, quand vous êtes HTTPS, là, ce truc-là, en fait, ça multiplie des nombres premiers, et très, très grands, et en fait, pour les casser, il faut avoir un ordinateur quantique, voilà. Donc du coup, ce truc-là, aujourd'hui, toutes les armées du monde, enfin celles qui ont les moyens, voilà. On en arrive, voilà, c'est pour les applications militaires. À la fin, de toute façon, c'est toujours pour les applications militaires ou pour faire du pognon. Hein, Ah oui, voilà, fallait commencer comme ça. Le premier câble transocéanique de télégraphe qui a été déployé entre Londres et New York, c'était pour échanger les cours de bourse. Alors attention, parce que Ébric est devenu un spécialiste des câbles depuis cette histoire de Jeff Bezos. Il va me mettre encore sa mère ou je sais pas quoi. N'allons pas sur ce terrain-là. Je suis prêt. Philippe, mais ça va. Voilà. Non, mais du coup, voilà, c'est ça l'ordinateur quantique. Par contre, il y a un problème, c'est qu'en fait, ce qu'on comprend aujourd'hui, le gros challenge, c'est que ces atomes, ces particules qui sont dans des états quantiques un peu bizarres, un peu excités, ça génère beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Voilà. Donc en fait, ils arrivent. Pas au point, quoi. Il y a des questions de stabiliser ce truc-là. Et donc, les dernières avancées, si j'ai bien compris, c'est de mettre un peu de l'IA
pour faire corriger plus ou moins les erreurs du quantique. Et donc là, de toute façon, ça fait 2 mots magiques pour lever du fric. Parce qu'en fait, IA, c'est super pour lever du fric, et quantique aussi. Donc si vous avez les deux ensemble, alors là, c'est génial. Eh ben, tu m'offres une super transition, parce que c'est le moment de financer toutes ces innovations incroyables qui vont finir de nous achever. C'est la pub. On se retrouve juste après. Vous écoutez toujours Radio Nova, c'est toujours la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Aymeric Lompré et notre invité Philippe Biwix. On est toujours en direct de l'entrepôt au Haillan à Bordeaux, ça va? Les gens sont toujours là. Impeccable. Philippe, tout va bien? Impeccable, oui. Bon, ça va peut-être pas durer, parce que c'est le moment de retrouver un scientifique aussi, je dirais, à ses heures perdues. Puisqu'il a, il a trouvé le moyen de transformer un Saint-Émilion 1975 en vomi. C'est le moment de la chronique d'Aymeric Lompré. Bonjour à tous, vous allez bien? J'ai rien entendu. Bon, aujourd'hui, pas d'actualité. Oh non, ah non, les Français ils sont là. Ah non, mais comment on va faire pour s'informer si Aymeric il donne pas l'actu? Vite, Geneviève, passe sur CNews. C'est bon. C'est quoi l'actu? Les wok et les Arabes. Ça doit être bon. Mais non, c'est pas un wok aux Arabes, c'est le wokisme et les Arabes. Oh non. Bon, aujourd'hui on va parler de moi. Allez. Normalement, j'aime pas trop me livrer, mais là, je crois qu'il est important parfois d'assouvir la curiosité de ses fans. Mais qui est-il? D'où vient-il? Est-ce que ce sont ses vraies dents? Ou alors elles sont tombées dans l'escalier quand il est rentré sur scène? Alors, en plus, j'ai regardé dans le classement des personnalités préférées des Français, je suis 1723e. Donc, Juliette, t'es 1724e, toi. Ouais. Guillaume, t'es 68 millionième. T'es juste derrière les frères Kouachi. Et Pierre, t'es 4e. Entre Bardella et Pétain. Bon, alors voilà. Certainement ton caractère. Bon. Allez, on parle de moi. Bon, en ce moment, j'ai un problème. Allez, arrête de rire. J'ai un problème. Je me sens en insécurité hyper... Alors, pas ici à Bordeaux, hein, ils font pas peur les Bordelais. C'est avec leurs bras tout mecs de riches là, qui dépassent de leur doudoune sans manches. Bordeaux, on dirait trop un team building d'architectes avec leur badge sur la poitrine et toute la journée ils sont là. Salut Patagonia, salut Patagonia, salut Patagonia, ça va Patagonia, ça va. J'ai acheté une maison secondaire à Arcachon. Encore? Non mais là c'est pour mon chien. Non mais en fait je me sens en insécurité un peu parce que je vois des fachos partout là. Je vois des fachos partout. Bon après c'est peut-être parce que il y a des fachos partout. Hein. Voilà. Bah ils ont fait 11 millions aux dernières législatives. 11 millions. 11 millions, hein. 11. C'est l'équivalent de 18 terrains de foot. Non mais, non je sais que ça veut rien dire mais, tu sais parfois on compte en terrain de foot pour montrer que c'est beaucoup quoi. Tu sais on dit, par exemple en France il y a 22 000 terrains de foot. Bah pour que vous compreniez bien que c'est beaucoup, je vais dire, bah c'est l'équivalent de 22 000 terrains de foot. Là à Paris les gens ils auraient trop rigolé à ça. Voilà. Ils auraient été là, mais c'est absurdant. Là, en province, ils sont là. Mystère du rire. Non, mais 11 millions de fachos. 11 millions de Ouais, mais les 11 millions d'électeurs, ils sont pas forcément racistes. Si J'en ai marre, les gens qui disent non, mais ils votent, c'est parce qu'ils sont dans la merde. L'électeur moyen, il veut juste augmenter son pouvoir d'achat. Excuse-moi, mais non, le RN, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre le salaire minimum en Europe, contre les mesures pour l'égalité salariale homme-femme et contre le gel des loyers. Alors Kimberley, si t'as voté Jordan, c'est parce que tu es raciste. Merci Kimberley. Bon, alors... Bon, là, c'est vrai que je viens d'insulter 11 millions de personnes. Hein. Voilà. Bon, après, je m'en fous de me faire des... J'ai pas envie d'avoir des copains racistes. Moi, c'est trop chiant d'avoir des copains racistes. Il y a Kimberley, tu sais, à chaque fois qu'il prend 2 places à l'arrière de l'Audi. Au bar, il commande des bières, mais en girafe. Et tous les samedis après, ils sont là. Et si on allait faire un karting? Putain. Et ça, c'est les racistes pauvres. Hein, parce que les racistes riches, c'est encore pire. Tu sais, ils sont là. Le Seigneur est avec vous. Sauf les Arabes. Et il y a aussi les racistes classe moyenne. Alors eux, ils sont là. Allez, je mets mon képi et je vais au boulot. Voilà. Ah, non mais de toute façon,
Non mais attendez, 11 millions de fachos. On en croise, c'est sûr, on en croise. Il y a 48 millions d'électeurs. Ça fait quasiment un facho sur 4. Là, vous voyez, par exemple, nous, on est 4. Il y a forcément un seul facho. Ouais, c'est vrai que c'est cool le karting. Hein. Non, je suis pas raciste, toutes les races se valent. Sauf une, la race des gens qui appellent leur enfant Églantine. Putain, alors eux, putain, si vraiment vous pouvez les mettre dans le public du Big Deal, mais à vie, quoi. Bip bip, ouais, bip bip, ouais, bip bip, ouais. Geneviève, je remets Nova. Putain, c'est encore long près. Casse la tête, on comprend rien. On sait jamais s'il parle ou s'il vomit. Je remets CNews. C'est quoi l'actu? Les Arabes. Bah, mais TF1, alors, les Arabes. BFM, les Arabes. M6, les Arabes. Commence à nous casser les couilles, ces Arabes. Faudrait les foutre dehors. Allez, je finis ma girafe et on va se faire ce putain de karting. Merci d'avoir écouté. Aymeric Lomprey. Merci, Aymeric. On peut retrouver en podcast et en spectacle, si vous voulez le voir en vrai. Oui. On est toujours avec Philippe Biwix, spécialiste. Je t'ai présenté, Philippe, au début de l'émission comme spécialiste des low-tech. Oui. Donc, on a parlé de durée de vie des produits. Là, on voit qu'avec Aymeric, on est sur un chroniqueur quand même en fin de parcours. Ah, on l'a senti à la voix. Enfin, voilà. Ouais, c'est vrai. Oui, non, mais voilà, on a tous entendu. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les low-tech? Commençons par ça. Petite définition. Sauf si ça te fait chier de répondre à... Non, ça s'est vu. Alors attends, j'ai d'autres questions. Non, en fait, les low-tech, c'était un pied de nez au départ pour justement dire plus les objets sont high-tech, plus en fait on va s'éloigner du recyclage et plus finalement on va taper dans un stock. Et peut-être que le smartphone qu'on fabrique aujourd'hui, ça sera peut-être des équipements de dentistes ou de radiologues ou de chirurgiens en moins en l'an 2500 ou 3000, quoi. Voilà. Donc c'était parti sur ça. Mais alors du coup, c'est vrai que c'est dur de se dire qu'on va se faire soigner dans un hôpital low-tech ou qu'on va prendre un avion low-tech ou je sais pas quoi. Ça donne pas très envie, pas très sexy, voilà. Mais donc moi l'idée c'est une démarche. C'est d'abord de dire c'est une démarche de sobriété, de quoi on a besoin ou pas en fait, et de quel niveau de technologie on a besoin ou pas. Par exemple aujourd'hui on extrait de l'argent, donc de l'argent métal au Pérou, au Mexique, ailleurs, et on va aller le mettre sous forme de nanoparticules dans des chaussettes qu'on appelle des chaussettes anti-odeur. Donc c'est parce que en fait ça a changé la vie des gens. Ah ouais. Pour les randonnées par exemple, quand vous allez dans les chalets, les refuges de montagne, ça sentait les pieds quoi avant. Et maintenant, grâce au nano-argent qui est dans les fibres, en fait, c'est un antibactérien. Hein, comme beaucoup de métaux, par exemple, le cuivre aussi, c'est un antibactérien. Donc, des fois, on a des poignées en laiton, par exemple, dans les hôpitaux. Parce que si on mettait les poignées en argent, les gens partiraient avec. Hein. Donc, c'est que du laiton. Et c'est un peu le même principe. En province, mais à Paris, non. Ouais. Donc voilà, se dire est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser finalement la technologie, notre savoir à faire des particules. Ah, donc c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, je veux dire, c'est pas une bonne nouvelle ces histoires de chaussettes. Non, c'est un exemple. On pourrait Attends, prendre. Mais t'écoutes, toi. Aymeric, il est là. Pourquoi ils font pas des slips? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui font de la randonnée en montagne et qui. Mais on n'en fait pas, nous. Ah ouais, je sais bien. Non, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui les commercialisent surtout. Voilà. Ouais. Donc voilà. Alors après, on peut trouver d'autres trucs. Enfin, moi, je prends toujours un peu les mêmes exemples, donc c'est un peu pénible pour les gens qui me connaissent, mais comme personne me connaît, ça va. Et du coup, par exemple, il y a des bikinis connectés. Donc, voilà. Donc là, c'est plus. Donc prends là, tu des vas à la exemples plage. concernant Et donc là, il y a un capteur d'UV, et puis sur smartphone, ça fait ding en prévenant qu'il est temps de retourner un peu que sinon on va prendre un coup de soleil. Donc ça, c'est des objets à la con dont on. Donc voilà, c'est l'idée de dire est-ce qu'on peut se passer de technologie. On n'a pas besoin du réfrigérateur qui fait ses courses tout seul sur Internet, d'une super domotique, on regarde comment les voitures se sont transformées, comment les objets qui nous entourent se sont transformés. Mais dans ce cas-là, il faudrait un choix politique qui interdise ça. Ça paraît compliqué. Ouais, alors interdire fait partie du truc, mais ouais, on pourrait se poser la question. Il y a des mécanismes qui, je sais pas, par exemple, il y a des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. Pourquoi il n'y aurait pas des autorisations de mise sur le marché pour des objets, pour des logiciels, pour des applications. Enfin, on pourrait imaginer des processus effectivement démocratiques qui réfléchiraient à ça, quoi. Donc ça, c'est le point 1. Ça, c'est le point 1. Donc on essaye de réduire à la source nos besoins et le niveau de technologie dont on a besoin sans revenir à la peau d'ours et tout, parce qu'évidemment, les low-tech, c'est toujours la caverne, machin. Voilà, exactement. La lampe à huile. Et puis, du coup, le deuxième truc, c'est de dire finalement, si on a gardé la machine à laver, parce que le lavoir, alors j'ai oublié le nom du village. Saint-Roustan. Voilà, à Saint-Roustan. Donc, on pourrait revenir au lavoir, mais
ça aurait un risque d'être furieusement genré et tout, même si c'est sympa pour la vie du Oui, il y a village un et tout risque, ça. il y a un risque, il y a un risque. Il y a un risque léger, puis bon, c'est un peu pénible. Donc on regarde par exemple la machine à laver. Bon, bah, c'est de dire, cette machine à laver, finalement, bah, comment on fait en sorte pour qu'elle soit réparable, durable, modulaire, facile à démanteler en fin de vie, pour effectivement se dire, bah, finalement, on se roule pas par terre de changer d'aspirateur tous les 5 ans, quoi. C'est pas le bonheur absolu quand le truc est en panne, donc d'aller vers un système qui soit beaucoup plus un monde de la maintenance, quoi. Juliette ? Oui, dans ta BD Ressources, à un moment, tu dis l'être humain est infiniment adaptable. Et ça, je pense qu'on s'en est tous rendu compte individuellement. Moi, la question que je me pose, c'est comment on fait pour cette adaptabilité réelle qu'on a tous individuellement, qu'on a déjà même observé chez nous, comment elle peut devenir réelle collectivement ? Bah, alors bon, c'est là que je suis que ingénieur, hein, donc je suis pas, suis pas politologue, anthropologue, sociologue. Est-ce que tu sais s'il y a des bah, y a des, hommes oui, et y a des femmes exemples, politiques qui réfléchissent à ça Des politiques qui réfléchissent. Non mais en gros, est-ce que cette solution est soluble dans le capitalisme, dans notre modèle économique tel qu'on le connaît ? Bah, alors aujourd'hui, non. Effectivement, le problème, c'est que... Il faudrait changer le modèle, déjà. Il faudrait changer le modèle économique. En fait, alors, faire tomber le capitalisme d'abord, peut-être c'est la face nord, un peu compliqué, mais je sais que Philippe y travaille. Philippe Poutou est dans la salle, on peut le... Voilà. Donc voilà, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la machine aujourd'hui est une machine de croissance et que l'innovation technologique, elle permet de créer des nouveaux besoins qui alimentent la machine. Et donc, effectivement, en allant comme ça, bah, on va consommer de plus en plus de ressources, c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Et donc, ça va finir par faire pchit, quoi. Donc oui, il faudrait trouver des nouveaux modèles, mais je pense que des modèles où effectivement on va réparer les objets, on va les faire durer, on va remplacer que des pièces. Voilà, aujourd'hui vous avez votre carte électronique de votre chaudière qui tombe en panne, bah, on remplace toute la carte électronique, alors que c'est peut-être juste un tout petit truc en vente sur Alibaba par 500 qui est disponible, qui pourrait remplacer le truc, mais encore une fois, on n'a pas le temps de mettre l'énergie humaine, c'est trop cher en fait, le travail humain est trop cher et les ressources valent rien, les externalités environnementales, la pollution, tout ça vaut presque rien, surtout si c'est construit à l'autre bout de la planète. Donc du coup, on est toujours dans les échanges standards et dans le consommer jeté, quoi. Donc c'est ce monde-là qu'il faudrait inventer. Et ce monde-là, il peut être riche en emploi, il peut être, enfin voilà, effectivement. Mais souvent, c'est des discours qu'on entend quand on parle de décroissance. Et donc souvent, c'est un mot qui fait peur, la décroissance, parce que l'économie libérale veut nous faire croire que bah non, on va continuer comme ça et que le progrès n'est possible qu'avec la croissance. Est-ce que toi, tu penses qu'une décroissance est souhaitable ? Je te fais un peu sortir de ton domaine. Oui, bah, la décroissance, elle est souvent caricaturée déjà. Oui. C'est-à-dire que soit on dit c'est une décroissance du PIB, soit on dit c'est une décroissance du bonheur, soit on dit c'est la crise économique et ça va être du chômage. En fait, dans le système actuel, le progrès technologique, il est orienté en particulier sur la productivité. C'est le fait de pouvoir fabriquer des objets et fournir des services avec de moins en moins de travail humain. On remplace le travail humain par des machines. Et ça permet d'ailleurs souvent de baisser les coûts, d'ailleurs. Bon. Donc, effectivement, dans un monde comme ça, il faut en permanence, c'est la destruction créatrice schumpeterienne, Schumpeter, qui disait, bah, voilà, s'il y a des trucs, les mines de charbon ferment, et puis il y a d'autres services qui ouvrent en même temps. Donc, dans ce monde-là, effectivement, si on ne change pas les paramètres, il faut en permanence augmenter les besoins. Et si on n'arrive pas à trouver nos systèmes, on va effectivement avoir du chômage de masse, etc. Donc c'est ça qui fait peur dans la décroissance. On dit décroissance égale chômage, parce qu'on est dans un système qui recherche la productivité en permanence. Si on orientait l'innovation technologique vers l'économie de ressources et le bonheur humain, c'est facile à dire comme ça, évidemment, ça fait un peu Miss France. Biwix 2027, là, on a l'impression. Voilà, je suis contre la guerre et tout ça. Bon. Donc voilà le problème humain. Et ben à ce moment-là, on pourrait imaginer plein de choses, parce que on a les moyens techniques, technologiques finalement avoir tous à peu près une vie bonne. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle une vie bonne, évidemment, mais avec peut-être moins de consommation. Ouais. On va y travailler. Vous êtes chaud pour changer de système ou pas ? Bon, ben voilà, on a déjà 500 personnes, c'est déjà bien. On va y travailler. On a parlé. Oui, voilà, c'est bien. Faut bien commencer. Tout long chemin commence par un premier pas. J'ai vu ça sur Facebook. Je ne sais pas d'où ça vient. Allez, on a parlé chiffres, on a parlé technologie, mais on a parlé d'humain, mais pas trop. Je dirais pas trop d'histoire, pas trop de personnages. On n'a pas assez parlé, je trouve, de ce qui passionne, entre autres, Juliette Arnaud et son magnifique jingle qui contient du Pascal Obispo. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est pas marqué dans les livres. C'est que nous fais chier à lire tout le temps. Plus important à vivre. Juliette Arnaud, en avant les histoires.
Dans le chaos de l'actualité, moi, c'est une orque femelle qui m'a hypnotisée. Les scientifiques qui l'observent de loin l'ont appelée Thalekwa. Et le nouveau-né de Thalekwa est mort prématurément. Et Thalekwa n'a pas abandonné le corps de sa progéniture qu'elle a gardé avec elle. Ça fait 17 jours qu'elle le trimballe, elle le pousse de son museau pour le garder près d'elle. Les scientifiques expliquent, les orques présentent un comportement social complexe, incluant la conscience de soi et la souffrance et le deuil. Thalekwa porte le deuil. J'imagine qu'au casino, Thalekwa, elle jouerait que le noir. J'imagine qu'elle est une poète romantique et qu'elle avance dans la vie tatouée sur la peau les mots suivants: je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie, mon étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Ça, c'était Gérard Nerval, 1853, dans un poème qui s'appelle El Dedicado. Traduction, le privé de chance. Thalekwa, l'orque, appartient à une population en voie d'extinction et peut-être en a-t-elle conscience. Alors, à ce titre, elle n'est pas seulement un genre de poète romantique, elle est aussi l'Andromaque de Racine. Elle est une reine veuve d'une civilisation vaincue, Troie, prisonnière de ses triomphateurs. Après, on peut être veuve et moyennement émue. Seulement, voilà, Andromaque, elle aimait vraiment son mari Hector, mais Hector est mort. Andromaque a survécu, mais elle est la prisonnière du grec Pyrrhus qui est amoureux d'elle et veut l'épouser. Or, c'est un mariage qui permettrait à Andromaque de sauver la vie de son fils et du fils d'Hector, d'Astyanax. C'est un dilemme affreux. Alors, Andromaque imagine de le résoudre, ce dilemme, en acceptant le mariage et, une fois la cérémonie passée, de se suicider. Elle confie alors à sa suivante son souhait pour cet enfant qui va rester, qu'il ait de ses aïeux un souvenir modeste. Il est du sang d'Hector, mais il en est le reste. Et pour ce reste, enfin, j'ai moi-même en un jour sacrifié mon sang, ma haine et mon amour. C'est marrant comme les êtres sensibles en deuil sont toujours un peu les mêmes, hantés par des sentiments multiples, divergents et parfois heurtants pour nous autres, les observateurs. Un peu comme quand on lit le début du livre, le livre de ma mère d'Albert Cohen. Ça commence comme ça, le livre. Chaque homme est seul et tous se fichent de tous et nos douleurs sont une île déserte. Bon, alors déjà, personne n'a dit que le malheur te transformait en être de miel et de bienveillance, mais ce serait dommage de refermer immédiatement le livre en se disant « Vas-y, reste-y sur ton île déserte, mon vieux, moi je m'en bats les couettes ». Ça serait dommage parce que Albert, en fait, il est comme Thalekwa. Il est scandalisé par l'universel mort. Lui, c'est sa mère, qui est morte en 1943, et il écrit le livre de ma mère presque 10 ans plus tard, et il rumine. Il écrit des choses comme « Nous sommes trop roulés d'avance sur cette terre. Pourquoi a-t-elle vécu si elle devait mourir? Pourquoi m'a-t-elle tant souri si elle devait tant disparaître ?» Eh bien, je trouve que c'est rassurant un intellectuel qui se heurte aux mêmes questions que nous autres. Albert Cohen, il cherche ses solutions à lui. Il écrit « C'est le seul faux bonheur qui me reste, d'écrire sur elle, ma mère, parasée avec la musique inécoutée de la radio et ma chatte, à qui en secret je parle. » Qu'est-ce qu'il lui dit à ce petit animal ? Quelquefois, lorsque je suis seule avec ma chatte, je l'appelle ma petite maman. Mais ma chatte me regarde et ne me comprend pas. Et je reste seule avec ma ridicule tendresse en chômage. Mais en fait, t'étais pas seule, Albert. Peut-être ta chatte, elle comprenait. On verra ce qu'en disent les scientifiques dans quelques années. Et par mesure de prévoyance, je tiens à ce qu'on rajoute sur ma pierre tombale. Elle croyait qu'elle parlait animal. Elle s'en portait pas si mal. Juliette Arnaud, merci beaucoup, Juliette. On retrouve ta chronique en podcast un petit peu partout et on peut te retrouver, je signale qu'on peut te retrouver dans un formidable podcast qui s'appelle La Fabrique, qui est dispo sur toutes les plateformes et sur YouTube, où tu dialogues avec notre rédacteur en chef, d'ailleurs Ramzi Assadi, et un ou une invitée, tu discutes, tu parles de création artistique, je le conseille fortement. Et puis, puisqu'on en est à conseiller des choses, je vous conseille également le festival de cinéma La Grande Révolte, qui aura lieu à Paris, en banlieue, mais aussi à Montpellier, qui est un festival de films assez vénère. Et paraît-il, c'est un banger, comme disent les vieilles personnes gênantes comme moi. Allez, sans transition, Juliette, qu'est-ce qu'on écoute comme musique? Un vieux gênant, peut-être, Enrico Macias? Non, on va écouter une toute jeune chanteuse britannique, Georgia Smith, et son titre Little Things, qui est, selon Nova, je cite, un hymne à la drague et aux soirées où on danse. Oui, eux, ils ont dit soirée dansante, mais moi, je peux pas le dire, parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir 120 ans. C'était Georgia Smith, mais tout le monde avait reconnu, bien évidemment. Vous écoutez toujours Radio Nova. C'est la dernière avec Juliette Arnaud, Pierre-Emmanuel Barré, Émeric Lomprey et notre invité Philippe Biwix. Philippe, c'est un moment de notre émission qu'on aime beaucoup. C'est une séquence phare, ouais. On va dire, ouais, dans le sens où elle est censée nous éclairer, contrairement à la chronique d'Émeric qu'on appelle entre nous. Bon, tant pis. Voilà, c'est la séquence
vous l'avez compris, l'invité de l'invité. On t'a demandé de venir avec quelqu'un ou quelqu'une. Tu m'as dit oui, je viens avec Stéphanie Mazet, qu'on peut applaudir bien fort, qui est avec nous en direct de Bordeaux, du Haillan très précisément. Salut Stéphanie, sois la bienvenue parmi nous. C'est le moment où on va parler un petit peu entrepreneuriat, innovation, parce qu'avec ton mari, tu as créé Moondao. C'est ça? Exactement, bonsoir. Qu'est-ce que c'est Moondao? Alors Moondao, c'est une petite entreprise qui s'attaque à l'industrie de l'hygiène et qui a l'ambition de la transformer, de sortir du plastique et de réduire les déchets. Donc on a développé une couche pour bébé qui est compostable industriellement, donc sur une plateforme, et qui va aller faire du compost pour retourner au sol et fertiliser les sols. Alors, tu as dit compostable industriellement? Oui. C'est-à-dire, il y a un circuit, tout est Voilà. organisé. Oui, il y a des gens qui viennent récupérer les couches sales. C'est exactement, oui, Ok. exactement ça. En fait, on peut pas. C'est juste pour différencier du compost à la maison, où on peut composter par exemple des biodéchets à la maison. Mais les couches qui sont pleines d'excréta, on ne peut pas les composter chez soi parce qu'il faut hygiéniser. Donc on va sur des plateformes juste qui ont les agréments pour le faire. Ok, donc ton entreprise produit à la fois les couches et produit de l'emploi, des gens qui viennent récupérer. Exactement. Alors on a développé, on est une entreprise de R&D, on a fait de la recherche et développement pour transformer cette couche. Donc ça s'appelle l'éco-conception. On va aller chercher des matériaux renouvelables, biosourcés qui vont se composter en moins de 6 mois. Et donc on travaille avec des universités, des industriels, etc. Et ensuite on Donc il y a vraiment de l'innovation, enfin. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est quoi comme matériau? Alors c'est surtout de la fibre de bois. C'est issu d'arbres de forêt gérés. Et elle est produite en France également, donc c'était important pour nous. Et ensuite, on va travailler avec tout un réseau de collecteurs qui sont souvent des entreprises d'insertion, parce que sur chaque territoire, on travaille avec les acteurs qui sont en place et qui permettent de créer du développement économique local, qui est une partie importante de notre démarche. On n'a pas dit le nom des couches? Popotine. Popotine, c'est extrêmement mignon. Comment t'as fait pour trouver ce nom? Il y a eu un brainstorming avec Émeric Lompré, des choses comme ça. C'est McKinsey, je crois. C'est des couches en bois. Ouais. S'il faut tout réexpliquer pour Émeric, c'est compliqué. J'aurais dû en amener une. Il y a de la fibre. Oui, c'est vrai que tu aurais pu en amener une. Philippe, pourquoi tu as eu envie d'inviter Stéphanie? Est-ce que c'est ça qu'on peut appeler du low-tech? Ouais, moi je suis passionné par les poubelles. Hein. Enfin, les poubelles, c'est le. Ok, on découvre des Non, trucs. c'est le 19h39, c'est le déchet. Il est bizarre. C'est le gâchis de ressources. Ouais. Et dans les poubelles, tu as les épluchures de légumes, les trucs qu'on peut composter chez soi ou dans le quartier. Il y a bien trier les plastiques, les métaux, le papier, je sais pas quoi. Et puis après, il reste quoi? Les couches, quoi. Enfin, et quelques autres trucs comme ça. Donc il y a deux voies possibles. Il y a une voie qui est de passer aux couches lavables. Qui est un truc qui est possible, qui existe, etc., mais qui demande aussi un investissement. Du temps. Du temps, puis même un investissement même financier, etc. Et puis il y a l'autre voie qui est de dire non, c'est une couche compostable et qui va éviter de devenir plein de microplastiques. Il y a une étude tout récemment qui est sortie de l'ADEME, mais de toute façon on va supprimer l'ADEME, je crois, j'ai compris récemment qu'il y avait des velléités, ça coûtait cher, c'est en région Île-de-France qu'on dit ça. Mais il y a une étude tout récente qui montre que tous les sols agricoles sont pollués en fait aux microplastiques, qui sont issus un peu de compostage et donc voilà, je pense que les couches en font partie, donc voilà. Il y a aussi la solution de ne pas faire d'enfants, quoi. C'est la solution que tu as choisie, Émeric. Tu veux lancer un message à des gens qui écoutent la radio, peut-être? Mais il n'y a pas que les bébés qui portent des couches. Et non. Et on est quand même un pays très vieillissant. Exactement. Aujourd'hui, on a commencé avec la couche bébé parce que c'était déjà un gros projet de R&D, mais effectivement, après, notre prochain développement, c'est la couche incontinence, on l'appelle incontinence, parce qu'en termes de gisement de déchets, les couches incontinence, c'est 3 fois le volume de couche bébé. Donc chaque année, on utilise... On est vraiment vieillissant comme pays, là, j'ai l'impression. Non, ils font des plus gros caca. Oui, le caca de vieux est 2 fois plus gros que le caca de bébé. C'est pour ça qu'on a des experts, toujours, Stéphanie en plateau, bien sûr. Sinon, on n'aurait pas toute cette science. Donc, c'est en développement. Nous, on aussi. fait des chaussettes en mousse. Avec de l'argent dedans. Donc, voilà, tu confirmes que c'est dans le développement. L'idée, c'est qu'un déchet devient une ressource? C'est exactement ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est de sortir ces couches
pleine de matière organique. Ça, on l'a. De matière organique qui est très riche, et c'est ça qui fait la valeur du compost, en fait, de composter ces excréta pour en faire des nutriments pour le sol et de sortir ces couches des poubelles et d'en faire des ressources, puisque de toute façon, on a besoin de fertilisants pour les sols. Aujourd'hui, les fertilisants sont principalement d'origine minérale, chimique, ce qui est aussi un enjeu d'épuisement des ressources. Ce sont des ressources qu'on importe, et passer au compost fait d'excréta, c'est aussi un moyen C'est de... caca, excréta. C'est ça, ouais. Tu vulgarises. C'est un moyen d'émettre moins de gaz à effet de serre et puis de refaire quelque chose de circulaire. Voilà, on est dans l'économie circulaire. Ok, merci Stéphanie. Tu peux nous, peut-être pour se renseigner, on peut aller sur ton site internet, on peut aller... Oui, tout à fait, sur popotine.com. Et puis, Très mignon, très facile à retenir. Voilà. Popotine.com. Et puis, donc on utilise nos couches dans pas mal de crèches et de villes. Donc aujourd'hui, voilà, on déploie nos solutions territoire par territoire, et on est présent notamment dans les crèches de la ville de Bordeaux, de Lyon, de Paris. Et on espère avoir plein de nouveaux territoires bientôt. En tout cas, on y travaille. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Stéphanie Mazet, qu'on peut applaudir bien fort. Merci d'être venue nous rendre visite. On va continuer sur la promo, mais avec des trucs carrément moins intéressants, parce que c'est pas Philippe qui les a choisis. C'est l'heure de la publicité. Vous êtes bien sur Radio Nova, la dernière, avec Juliette Arnaud, Émeric Lompré, qui n'en revient pas de ses couches en bois, Pierre-Emmanuel Barré et notre invité Philippe Biwix. Elle a fait le voyage depuis sa Belgique natale. Elle a traversé les fleuves, les océans, les tempêtes de caca numérique. Et elle est là, vaillante, fidèle au poste. Elle nous a rejoint, Florence Mendez. La dernière fois que je suis venue, j'ai fait une chronique sur Jean-Marie Le Pen, et moins d'un mois plus tard, il est mort. Du coup, je vais faire une chronique sur Bardella. Allez. Non, Florence, on ne rigole pas de la mort des gens. La vie, c'est sacré. Alors non, la vie, c'est pas sacré. Si la vie, c'était sacré, elle surviendrait dans des circonstances autrement plus classes que deux êtres humains à poil, l'un à quatre pattes, l'autre derrière, lui murmurant « Alors, t'es toujours féministe ?» Mais on n'est pas ici pour parler de mon entretien d'embauche pour la dernière. Bon. Donc, je me suis donné pour mission de vous faire la biographie de Jordan Bardella. Alors, il est né oui, je sais, ça commence mal. Il est né, bon, voilà. Il est né un 13 septembre, voilà, qui est la journée mondiale de la septicémie. Voilà, vous savez. Ce truc qu'il faut juguler avant que ça se propage. La légende raconte qu'il est né le bras tendu, pas cool pour sa mère, mais enfin, ça fait des économies sur les pisios. Alors, Bardella, il est né dans le 93, comme Éric Zemmour, comme quoi finalement la Seine-Saint-Denis, c'est peut-être bien un département à problème. Il aime à répéter qu'il a grandi dans le 9-3. En vérité, il a surtout vécu chez son père, fortuné. Quand il allait dans le 9-3, pour lui, c'était rendez-vous en terrain connu, et il revenait en disant « Ces gens-là, ils ont vraiment rien, et c'est déjà trop. » Alors, à 17 ans, il s'est inscrit au Front National. C'est jeune, très jeune. Normalement, à cet âge-là, t'es en pleine crise d'ado, pas en pleine crise d'Adolphe. À la même période, au lycée, il donne des cours de français à des migrants. C'est pas une blague. Ça devait être beau. Ok, Mohamed, répète après moi. Je dois retourner dans mon pays. Voilà. Alors, côté loisirs, Jordan, il était fan du jeu vidéo Call of Duty. Alors, Call of Duty, ça veut dire l'appel du devoir. Vu qu'il a raté Sciences Po et ses études de géo, il aurait dû se concentrer sur l'appel des devoirs. Bardella, il n'a pas du diplôme à part le bac, mais enfin, quand t'es d'extrême droite, t'as pas besoin du bac, t'as juste besoin de la bac. Parce qu'en vrai, faut pas avoir fait de grandes études pour défendre un programme politique qui se résume à « les musulmans, retournez en musulmanie !» À 20 ans, il est assistant parlementaire. Je peux pas me moquer, à 20 ans, moi non plus, j'avais pas de vrai travail. D'après Libération, à ce poste, il était plus que discret. Alors, plus que discret, ça signifie qu'il n'a pas branlé grand-chose. Niveau activité, on est sur la même, relevée en un an par la montre connectée de Michael Schumacher. À 24 ans, il devient député européen. Voilà, il ne siège quasi à aucune commission. À côté, Pénélope Fillon, c'est un bourreau de travail. Et ensuite, il devient président du FN. Alors, président de parti à même pas 30 ans. Gros point commun entre Bardella et Guillaume Meurice, ils sont tous les deux précoces. Il n'a pas duré longtemps cet entretien d'embauche. Alors... Je sais pas ce que vous applaudissez, du coup, c'est bizarre. C'est parce qu'ils ont vu la vidéo. En novembre dernier, Bardella, il a sorti son premier bouquin, le seul pour l'instant. Donc le mec, il a écrit plus de livres qu'il en a lu. Alors,
petite polémique à la sortie du livre, la SNCF a annulé une campagne de publicité prévue dans ses gares. Alors ça me rassure, la dernière fois que la SNCF a fait une collab avec l'extrême droite, ça s'est pas bien terminé. Bon. Fun fact, Jordan Bardella parle souvent de ses origines italiennes, mais jamais de ses origines algériennes. Alors, il a peut-être peur que ses partisans le poussent dans la Seine. Ou alors, c'est la pudeur légendaire des Algériens, pas du tout du genre à sortir leur drapeau à la moindre occasion. Bon, je rappelle qu'il croit à la théorie du grand remplacement, et il aurait tort de pas y croire. On parle d'un mec d'origine algérienne qui a remplacé une Bretonne pure souche à la tête du RN. Bon. Allez les amis, en vrai, Bardella, c'est une coquille vide. Voilà. Sauf que si tu colles ton oreille dessus, t'entends pas la mer, mais le bruit des bottes. Il a beau être marketé comme du PQ parfumé, ça fera pas oublier que ses idées puent la merde. Alors il est contre le mariage pour tous, contre le développement des énergies renouvelables, contre les droits des femmes. Il est de 95, mais il pense comme s'il était né au 19e siècle. Il a pas 29 ans, c'est pas possible. Ou alors c'est en année chien. Bon. Alors oui, c'est vrai, plus que jamais, on a besoin de jeunes en politique, hein, de jeunes qui regardent non pas le passé avec nostalgie, mais l'avenir avec espoir. À vos pavés. Merci. Florence Mendes. Merci Florence. Qui joue son spectacle chaque mardi au Métropole à Paris, en février à Marseille et à Lyon. Et je conseille toujours ton excellent roman Accident de personne. Philippe Biwix est toujours avec nous, l'homme de science, l'homme de chiffres, mais aussi l'homme de lettres. Juliette t'a posé quelques petites questions sur tes plaisirs solitaires. Voilà. Calmez-vous. Je parle bien évidemment des lectures, Juliette. Bien sûr. Et je t'ai demandé, Philippe, quel livre t'étais resté de l'enfance, et j'étais très contente parce que tu m'as répondu Le Lion de Joseph Kessel, 1958. Et tu m'as écrit la raison pour laquelle tu l'avais choisi, la nature sauvage, l'Afrique. Est-ce que c'était t'as eu la sensation quand tu l'as lu, quand tu étais petit, que c'était ta première rencontre avec l'Afrique? Ou ce que tu t'en figurais ou... En tout cas, disons que ça correspondait à, oui, à des envies de m'intéresser au vivant, on dirait aujourd'hui, à la nature. Je pense que dans un autre monde, j'aurais pu faire... dans les années 20, peut-être je serais devenu... j'aurais fait l'école des colonies, je serais parti là-bas, quoi. Alors c'est pas très... Putain. Oui, alors... Dis donc, Philippe, là, tu... Non, je blague. J'ai l'impression quand tu te révèles en fin d'émission. Non, mais le côté l'aventure... Non, parce que Kessel... Les années 70... Non, mais... Ça, c'est Shifting Baseline, c'est le décalage des points de référence. Dans les années 70, les séries, etc., tout ça, c'est Daktari et tout, c'est des trucs très coloniaux, quoi. Hein. Donc, c'était un imaginaire parmi d'autres qui était fourni aux enfants, quoi. Et ça, c'était vos plaisirs solitaires? Non, mais parce que le lion, c'est pas ça. Non, bien sûr. Et justement, il prend le contre-pied de ça. Exactement. Et au contraire, c'est justement un des ouvrages un peu incroyables qui n'est pas du tout un truc où les Maasai sont... Oui, d'abord, moi, c'est la première fois que qui que ce soit voulait bien prendre la peine de me raconter ce que c'était que les Maasai, et il pose un regard sur les Blancs coloniaux, donc, qui est dur, qui est cru, y compris sur les enfants, d'ailleurs, les enfants blancs. Est-ce que tu l'as relu adulte? J'ai dû le relire une fois, mais il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je suis adulte, du coup. Mais par contre, ce que j'ai lu, que j'ai pas lu enfant et que j'ai découvert après, c'est Les Racines du ciel de Gary aussi. Les racines et des ailes, qu'on dit. Il ralentit le groupe. Un peu le premier roman écolo, d'une certaine manière. Oui, c'est vrai. Je t'ai demandé ensuite quel livre t'avait donné envie d'être adulte, et c'est un peu rigolo parce que tu m'as cité un livre de Maurice Druon, qui était le neveu de Kessel, qui était le co-auteur avec lui d'ailleurs du Chant des partisans, qui a été le prix Goncourt de Druon en 1948, Les Grandes Familles, qui a un portrait en gros de la grande bourgeoisie entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'est franchement pas un portrait très ragoûtant, ces gens-là ne sont pas, à part peut-être un médecin ou deux. Pourquoi c'est le bouquin qui t'a donné envie de devenir adulte? Pour pas être comme eux, mais fallait pas faire ingénieur. C'est pas du tout, tu boxes pas dans la même catégorie. Ingénieur aujourd'hui, c'est pas la grande bourgeoisie, hein, je vous rassure. Il doit y avoir 1 million d'ingénieurs, je pense, en France, donc il n'y a pas 1 million de grands bourgeois. Parce qu'en fait, je trouvais cette description un peu incroyable. Et avec des anecdotes, je me souviens d'une anecdote notamment d'un gars qui note dans son carnet toutes les soirées qu'il fait, tous les gens qu'il a rencontrés, et puis alors comme ça, 15 ans plus tard, il est capable de dire « Ah bah oui, vous madame, vous portiez une robe rouge ce soir-là quand on s'est croisés », ce qui en fait une espèce de séducteur incroyable, mais aussi quelqu'un qui a un entre-genre. Et je me suis laissé dire qu'à Sciences Po, aujourd'hui, il y a des gens qui notaient aussi, alors ils doivent faire ça
avec des tableaux Excel maintenant, pour être capable de ressortir des trucs 20 ans plus tard à des soirées qui sont passées. Et donc ça me projetait dans un univers un peu très différent de cet univers très provincial, de pas du tout de petits bourgeois, de fils de prof. Et voilà, donc j'ai pas eu envie de faire ça particulièrement. Hein, donc, mais au moins tu avais connaissance de que ça existait. Voilà. Est-ce que c'était et enfin, je t'ai demandé quel livre te faisait rire, et tu m'as parlé d'un bouquin qui j'ai découvert que c'était un classique. Je ne savais pas du tout. Ça s'appelle La guerre des salamandres de Karel Čapek, un bouquin de 1936 qui en gros est arrangé du côté d'Orwell et de l'Aldous Huxley, qui est une dystopie où il imagine que des humains rencontrent des salamandres qui commencent par les soumettre, et ensuite les salamandres envisagent de dominer les hommes, voire d'y parvenir. Oui, en fait, des bouquins. Ça a l'air hilarant. Et tout le monde, tous les gens qui en parlent disent que c'est très drôle. Et alors, oui, parce que des bouquins qui me font rire, il y en a plein, donc j'ai choisi de faire de la pub à ce livre qui est incroyable, qui devrait être au niveau de 1984, effectivement, du meilleur du monde. C'est vraiment une dystopie. Karel Čapek, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a inventé le mot robot, hein, donc il est souvent cité et connu pour ça, pour une pièce des années 20. Et ce bouquin est effectivement incroyable. Donc c'est une histoire complètement tortueuse. Donc des salamandres géantes qui exploitent des perles du côté de Sumatra. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment. Mais dans la forme et dans le fond, le bouquin est dingue. C'est une fable sur le capitalisme, sur voilà le fait que les hommes s'arrêtent jamais. Et ils en veulent toujours plus. Et alors je veux pas spoiler du tout la fin, mais en gros voilà, il y a des négociations qui se passent entre les salamandres qui sont en train de détruire le monde, du coup, de prendre le pouvoir. Et en fait, ils ont des avocats qui sont humains, qui se pointent avec des mallettes et tout, et qui sont là pour négocier avec d'autres humains la fin de l'humanité, quoi. Enfin, c'est des trucs incroyables. C'est hyper créatif, et franchement, je vous recommande ce livre. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des ascenseurs spatiaux? Non. Merci Philippe pour tous ces conseils. Merci Juliette. Merci pour ça. Et il est l'heure désormais de celui qui a un physique, a passé ses week-ends au Cap Ferret à se faire des petits brunchs au Pilat de connards. C'est Pierre-Emmanuel Barré. Oui, Bordeaux. Oui, Bordeaux. La communion, la complicité, la camaraderie, la cohésion, la fusion, c'est ça qu'on veut, la gauche unie. Pour Olivier Faure et Pipi. Ah, je savais, c'était un piège à gens de droite, et vous êtes lamentablement tombés dedans. Un vrai public de gauche n'aurait jamais dit hurrah pour Olivier Faure. Il n'a pas voté la censure, Olivier. Mais on est à Bordeaux, ici, tout le monde est de droite. À Bordeaux, les bébés naissent avec un pull sur les épaules. La maternité et l'école de commerce, c'est le même bâtiment. Les sages-femmes à l'accouchement, elles disent pas « Poussez, madame, poussez !» Elles crient direct au bébé « Allez, sors tout seul, quand on veut, on peut !» Mon Dieu, docteur, il est dans le mauvais sens. Regardez, on voit ses chaussures bateau. Alors, je sais ce que vous allez me dire. À Bordeaux, on a quand même élu un maire Europe Écologie Les Verts. Ce à quoi je répondrais « Ha 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 !» Les Verts, ils ont deux passions, la planète et l'économie de marché. Ça ne marche pas. Je vous déconseille de coucher avec un élu écologiste. T'inquiète pas, on est safe. J'ai mis une capote et pour bien aérer ma peau, j'ai fait des petits trous dedans. Le seul dont on est un peu sûr qu'il soit de gauche dans la salle, et pas que dans le public, hein, sur scène aussi, c'est Philippe Poutou. Hein, vous l'avez vu, il est là. Philippe Poutou, même aux émissions de gauche, il est dans le public, il n'est jamais invité nulle part. Pour Philippe Poutou et Pipi. Mais putain! Mais à Bordeaux, vous dites hurrah pour Olivier Faure et Philippe Poutou. Vous êtes schizophrène ou juste complètement demeuré? Non, votre père, c'est Alain Juppé à tous. C'est quoi la suite? Vous allez me dire, ouais, moi je suis carnivore et vegan, le lundi je mange des moutons, le mardi je les suce. Alors, comme vous êtes de droite, je peux comprendre que pour vous, Poutou et Faure, c'est la même chose. Les 24 heures par jour que vous consacrez à travailler et à jouer au paddle, c'est 24 heures par jour pendant lesquelles vous ne pouvez pas réfléchir. Hein. Mais ça n'a rien à voir, Poutou et Faure. D'un côté, il y en a un qui veut supprimer la présidence de la République, réquisitionner les grandes entreprises de l'énergie, pharmaceutique et du transport, instaurer les 28 heures de travail et taxer à 100% les revenus à partir de 108 000 € par an. Et de l'autre côté, hein, il y en a un qui travaille et qui joue au paddle. Poutou, il doit être bien content d'avoir perdu aux législatives et de ne pas faire partie du nouveau Front populaire à l'Assemblée. Quand tu vois l'état du NFP aujourd'hui, il doit ressentir le même soulagement que le type qui, le 13 novembre 2015, s'est dit « La flemme d'aller au concert, je vais plutôt regarder Vendredi, tout est permis. » Bon, il a souffert aussi, mais moins.
Le NFP, c'est la plus grande réunion de ratés en France depuis le concert des Enfoirés. Et les Enfoirés, au moins, ils ont réussi à rester soudés et à aider les pauvres. Mais merde! On en est arrivé à un point où Mimi Mati et Vianney sont plus utiles que la gauche. Si c'était le nouveau Front Populaire qui gérait les Restos du Cœur, il y aurait 2 millions de Français morts de faim parce que Mélenchon, Tondelier, Roussel et Faure n'auraient pas réussi à se mettre d'accord sur les horaires d'ouverture. On ouvre à 9h, non, 8h45, non, 9h15, jamais de la vie! 8h57 et on met mon portrait à la place de celui de Coluche. Mais ferme-la, Jean-Luc. On a vraiment la gauche la plus con du monde. Hein, pour reconnaître quelqu'un de gauche aujourd'hui en France, c'est simple, il suffit de commencer à parler politique dans un groupe et les 2 premiers qui s'engueulent, ils sont de gauche. Et le 3e qui arrive en courant, qui met un chassé aux 2 autres et qui s'enfuit en criant « Vive l'entrepreneuriat et les sports de raquettes !» c'est Olivier Faure. Il a quand même refusé de censurer un gouvernement dans lequel il y a un ministre de l'Intérieur homophobe, raciste, qui dit calmement que l'état de droit, c'est pas figé. Hein. Bravo Olivier, à ce rythme-là, dans 10 ans, t'as le pantalon sur les chevilles et t'es ministre des Outre-mer. Alors, je sais déjà ce qu'il va y avoir marqué en commentaire de la chronique. Bouh, il a chié pendant 3 minutes sur Olivier Faure et quasi rien sur LFI, le vilain mélenchoniste. Alors non. Hein, ça peut sembler surprenant à cause de mon côté jovial et badin, mais je suis assez exigeant en matière d'idéologie. J'aime ni les traîtres ni les despotes qui vivent de la politique depuis 40 ans et qui s'accrochent à leur mandat comme un morpion sur la schneck à Marianne. Hein. Alors c'est vrai, ça en exclut beaucoup, mais ça laisse quand même une chance à Philippe Poutou. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel. Pierre-Emmanuel Barré, qu'on retrouve en podcast sur toutes les applications et en spectacle. Au Bataclan, justement, au Bataclan, à Paris du 11 au 20 décembre. Philippe Biwix est toujours avec nous pour quelques petites minutes encore. Ça tombe bien, on avait, quelques petites dernières questions à te poser. On n'a pas assez entendu Pierre-Emmanuel, on va commencer par toi, Pierre-Emmanuel. Oui, Philippe, vous êtes ingénieur. Est-ce que c'est la crevette qui sent la bite ou est-ce que c'est la bite qui sent la crevette? Ouais, c'est dur, c'est les questions les plus dures. Je ne les ai pas toutes écoutées les émissions avant, mais on est censé répondre ou pas? Oui. Tu peux dire Joker si tu peux t'en sortir. C'est comme la physique quantique, quoi. C'est le chat de Schrödinger, quoi. C'est l'un et l'autre à la fois. C'est la dualité onde-corpuscule, quoi. C'est une très bonne. Ça te va, Pierre-Emmanuel? Ça me va. Ouais. Enchaînons sur une deuxième question de Pierre-Emmanuel. Oui, bien sûr, Philippe. On peut aller sur la Lune, voir quelqu'un en direct de l'autre côté de la Terre, mais on peut toujours pas faire caca sans faire pipi. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors non, détrompez-vous, cher Pierre-Emmanuel. En fait, on peut faire caca et pipi séparément. Maintenant, il y a des toilettes séparatives qui permettent de récupérer le pipi d'un côté pour aller le remettre dans les champs. Donc il y a des réservoirs en souterrain, c'est récupéré, et le caca de l'autre. Et voilà comment, avec une question à la con, on a une réponse intelligente. Du placement de produit encore. Juliette, une question pour Philippe. Quel ingénieur a fait le plus pour la beauté en ce bas monde? Est-ce que c'est Léonard de Vinci ou est-ce que c'est Gustave Eiffel? Attention, si c'est pas Gustave Eiffel, ça veut dire qu'il n'y a pas Céline Dion et Lina Lamour. Qui en a fait le plus pour la beauté dans ce monde, c'est ça? De Vinci ou Eiffel? Eiffel, parce que de Vinci, je pense pas qu'on puisse vraiment dire que c'était un ingénieur. Parce qu'à l'époque de Vinci, ingénieur, ça vient de ingénieur, c'est les engins de guerre. En fait, un ingénieur, c'est quelqu'un qui maîtrise les engins de guerre, les trucs qui permettent de prendre les villes, donc les catapultes, les balistes et tout. Et à l'inverse, il y avait des ingénieurs les trébuchets. Comme les trébuchets, parfait, bravo, Maïs. brillant. Impeccable. Et à l'inverse, les trucs pour faire des fortifications pour résister aux trébuchets, donc comme l'ingénieur Vauban, par exemple. Et donc je pense que de Vinci, il n'aurait pas pris ce nom d'ingénieur à l'époque si on lui avait demandé. Impeccable. Émeric, peut-être une dernière question pour conclure l'émission? Oui, bien sûr. Philippe, tu es né à Saint-Nazaire. Pour toi, Saint-Nazaire, c'est plus beau ou moins beau que le Mordor? Que le Mordor? Ouais. C'est quoi le Mordor? C'est le truc du Seigneur des Anneaux, c'est ça? C'est ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des orques? Non, c'était une blague. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Philippe Biwix, d'avoir été avec nous. On conseille ta bande dessinée Ressources avec les formidables dessins de Vincent Perriot. Merci beaucoup à Célia Pelluet d'être venue, Florence Mendez, Yann Guillarme, Stéphanie Mazel, invité de notre invité. Merci à toute l'équipe du Théâtre L'Entrepôt au Haillan. On peut leur faire un maximum de bruit. Merci pour l'accueil. Merci Manu. Merci à Malo, notre réalisateur, à Paul à la technique depuis les studios de Nova. Merci à toutes les équipes techniques de Radio Nova. On peut leur faire un maximum de bruit. Merci à Colline, Mehdi, Sébastien, Bastien pour les réseaux sociaux. Aux équipes vidéo, Goodway, Benjamin, Alban, Adrien,
Christian pour la programmation musicale, Mano et Loris pour la prod. Merci à notre rédacteur en chef et en grippe, Ramzi Assadi. Et merci évidemment à Aymeric Lompré, Pierre-Emmanuel Barré, Juliette Arnaud. Et Guillaume Meurice. On se retrouve la semaine prochaine. Amusez-vous bien et vivement la dernière. La dernière.